Merci à tous d'être là. Ce qu'on va vous proposer ici, c'est effectivement de présenter l'association de l'Alliance Santé Planétaire. Avant ça, on va refaire le tour des enjeux écologiques actuels, le lien qu'ils ont avec la santé, et puis notamment la santé mentale, et comment on va pouvoir, nous, en tant que professionnels de santé, se mettre en action et quel est notre rôle face à ces enjeux. Donc on est aujourd'hui dans une planète abîmée et finalement une santé qui est compromise. Pour commencer à observer les enjeux globaux, je vous propose ce logo de l'Anthropocène. Donc vous l'avez vu pour ceux qui ont fait la fresque. Qui a fait la fresque d'ailleurs? La moitié pratiquement. Ok, donc le logo de l'Anthropocène, donc cette nouvelle ère géologique créée par l'être humain. Depuis le début de l'ère industrielle 1750, on voit en fait des variables suivre une croissance exponentielle, donc notamment la population mondiale, mais également l'utilisation d'énergies primaires, donc les énergies fossiles entre autres, qui vont avoir une conséquence, puisque ça va émettre des gaz à effet de serre, donc du CO2, protoxyde d'azote ou méthane, et entraîner une hausse de la température à la surface de la Terre. Donc ça, c'est ce que vous avez vu durant la fresque du climat. Ce modèle, en fait, du logo de l'Anthropocène, il a été proposé par une équipe de chercheurs suédois, donc avec des chercheurs au niveau international, et il a abouti sur une définition des limites planétaires. Donc ces limites, elles sont au nombre de 9. Ce sont des variables, donc par exemple, il y a le changement climatique. Donc ce sont différentes variables et pour chaque variable, il y a une zone de sécurité. Si on est dans une zone de sécurité, on a une condition de vie et bien-être que l'on connaît, en tout cas nous ici en France, pour la plupart des populations, tout le monde n'y a pas accès malheureusement. Donc tant qu'on est dans cette zone de sûreté, on a ces conditions de vie et bien-être, mais si on dépasse ces limites ou ces frontières planétaires pour chaque variable, on va entrer dans une zone d'incertitude. Et donc, on va voir les conditions de vie et de bien-être se dégrader et rentrer également dans des boucles de rétroaction positive, puisque tout est lié. Donc ces 9 limites planétaires, elles sont intéressantes parce qu'on voit où on en est, en fait. Donc on voit qu'on est passé dans le rouge pour nombre d'entre elles. Et on voit également que ça va entraîner des changements environnementaux globaux, donc le changement climatique, également la perte de la biodiversité. Ensuite, il y a aussi les flux biogéochimiques, donc à coup d'azote et de phosphore, enfin d'engrais azotés et phosphatés. Ensuite, la pollution par des substances nouvelles. Donc ça, c'est une limite qui a été très récemment définie, puisqu'il n'avait pas encore évalué à quel point on était dans la zone rouge. On sait depuis un an qu'on est dans la zone rouge, et je voudrais faire un petit focus sur justement cette pollution chimique, parce qu'on a beaucoup parlé du climat pendant la fresque, mais il n'y a pas que cette variable-là qui est importante. Donc sur cette donnée-là, on assiste, ou plutôt on baigne aujourd'hui dans une soupe chimique. On est face à une explosion d'exposition aux substances chimiques. La production chimique inexistante au début du 19e a été multipliée par 1000 depuis 1930, avec notamment l'augmentation de la pétrochimie après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est 1 milliard de tonnes par an et plus de 100 000 substances chimiques différentes qui sont commercialisées. Donc c'est colossal. Et face à ces chiffres-là, on a un chiffre terrifiant. C'est que donc il y a 100 000 substances chimiques différentes et on connaît bien le risque associé à 500 d'entre elles. Donc on est dans une soupe chimique, on ne sait pas bien quelles vont être les conséquences à court terme ou long terme. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on en parle plus souvent, les risques qui vont être liés à l'effet cocktail. Donc, on est dans une contamination des milieux, l'eau, l'air, les sols, ce que je bois, ce que je mange, ce que je respire. Et une nouvelle donnée aussi en termes de risque, c'est les nouvelles règles du jeu toxicologique. Donc, on est dans une zone d'incertitude aussi par rapport à l'exposition aux perturbateurs endocriniens et également aux nanomatériaux. Donc, on les utilise de plus en plus parce qu'ils ont des propriétés exceptionnelles, absolument enthousiasmantes. Notamment en nanomédecine. Donc là, c'est OK, puisque ça a un intérêt thérapeutique. En revanche, mettre des chaussettes traitées chimiquement pour avoir moins d'odeur grâce aux nanomatériaux, là, ça a quand même un intérêt. Mais malheureusement, c'est pareil,
Vous pouvez aller regarder sur les étiquettes. Quand c'est indiqué, les nanomatériaux, il y en a partout et on ne sait pas ce que ça va donner en termes de santé publique. À ce stade-là, on va se poser la question, finalement, qu'est-ce qui fait la santé? Donc, selon la définition de l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est déjà un haut niveau. Et ici, avec ce modèle des déterminants de la santé, on va voir qu'il y a des déterminants qui vont jouer au niveau individuel, donc les facteurs génétiques. Également, est-ce que j'ai une activité sportive? Quel âge j'ai? Est-ce que j'ai des relations sociales? Je fume, je bois, par exemple. Ensuite, il y a un niveau qui va être plus local. Est-ce que j'ai un toit sur la tête? Est-ce que j'ai une situation professionnelle stable? Est-ce que j'ai accès à des structures de soins? Et puis, il y a encore un étage plus global qui va être donc l'écosystème dans lequel nous évoluons. Et ici, on le voit avec notamment les données de climat et de biodiversité. Voilà, que ça ne va pas. on est en lien avec une autre salle. Donc les multiples déterminants de la santé, on voit qu'effectivement, même si on a un comportement assez vertueux au niveau individuel, ça va être compliqué vu la dégradation de l'environnement dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il n'y a pas de santé humaine dans un environnement dégradé. C'est bien pour ça qu'on est là. Donc j'ai remis cette diapo parce que j'ai vu qu'effectivement on n'était pas tous présents à la fresque du climat. Ce qui est particulièrement intéressant dans la fresque, c'est qu'on comprend que tout est lié et donc que les activités anthropiques, qui sont à gauche, vont avoir des conséquences sur l'environnement, donc avec notamment les émissions de gaz à effet de serre, mais également la production de substances toxiques, notamment. Donc on va avoir, vous voyez ici les deux éléments jaunes, les émissions de gaz à effet de serre, l'érosion de la biodiversité, et finalement on va avoir des conséquences sur la santé à plusieurs niveaux. Donc c'est d'abord deux grandes manifestations sanitaires qui sont aujourd'hui observables. La première, ça va être l'épidémie mondiale de maladies chroniques, donc tout ce qui est maladie non transmissible, qui est lié à la pollution des milieux et lié à nos modes de production et de consommation. Donc tout ce qui va être cancer, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Le signal d'alarme a été tiré en 2006 par l'OMS. Ce terme d'épidémie mondiale date de 2006. Et ensuite, nous avons aussi, nous assistons à une augmentation de maladies transmissibles émergentes et donc l'apparition des épidémies et des pandémies à cause de la pression que nous exerçons sur les écosystèmes. Pour revenir au climat, donc vous l'avez vu tout à l'heure sur une des cartes de la fresque. Ceux qui n'ont pas fait la fresque, je vous invite bien sûr à la faire. Et donc on voit ici sur cette carte les différents scénarios de réchauffement, enfin de changement de température. Donc le premier scénario en vert, c'est si on baisse aujourd'hui de manière immédiate et universelle, j'oserais dire, nos émissions de gaz à effet de serre, on va réussir à rester dans le cadre de l'accord de Paris et un réchauffement à moins de 2 degrés. Et en revanche, les courbes roses et rouges sont la trajectoire qu'on est en train de suivre, malheureusement, en ne changeant pas notre comportement et notre mode de production. Donc ce changement de température a des conséquences sur la santé publique. On va voir donc en premier lieu, par exemple, si on reste dans les 2 degrés de l'accord de Paris, on a déjà des conséquences sur la santé. De toute façon, on n'est pas aveugle, on voit bien. On est dans une situation dangereuse. Si on va au-delà des 2 degrés, donc entre 3 et 5 degrés, on sera dans une situation catastrophique. Et au-delà des 5 degrés, c'est une menace existentielle pour l'humanité. Donc les termes sont assez forts. Et il y a des publics particulièrement vulnérables face à ce dérèglement climatique, donc notamment les populations les plus vulnérables, ça va être les gens qui sont en situation de précarité, mais également les femmes, les enfants et les personnes âgées, ceux qui travaillent à l'extérieur et ceux qui vivent avec des affections chroniques, et puis également les habitants des mégalopoles, des petits États insulaires qui sont tout simplement en train d'être submergés. Donc ce schéma ici sur le lien entre climat et santé reprend 3 conséquences majeures, donc directes,
indirectes et socio-économiques. Donc il va y avoir des conséquences sur la santé physique avec le développement des allergies notamment, forme physique et maintien d'activité, également des maladies liées à la chaleur directement, une exposition accrue aux maladies d'origine hydrique et vectorielle. C'est aussi des problèmes de santé communautaire, donc une augmentation de l'agressivité interpersonnelle, augmentation de la violence et de la criminalité, augmentation des tensions sociales, diminution de la cohésion communautaire, et également des problèmes de santé mentale, donc avec des tensions sociales qui augmentent, des phénomènes de toxicomanie et d'addiction qui se renforcent, des syndromes de stress post-traumatique, le stress, l'anxiété, la dépression, le deuil et la perte de sens. Voilà les conséquences du dérèglement climatique sur la santé. Et donc on va rester sur cette santé mentale et écouter Marie. Je voudrais juste vous demander, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'éco-anxiété? Parce que c'est quelque chose qui vous pouvez... Ouais, j'ai l'impression que ça parle plus ou moins à tout le monde. C'est un peu de ça dont on va parler, mais pas que. Et en fait, j'aimerais bien débuter cette petite partie sur la santé mentale et les changements climatiques par cette citation de Stefan Zweig. C'est un auteur de la fin du 19e et du 20e siècle, qui a beaucoup souffert de la montée du nazisme, ça a presque complètement anéanti. Donc on n'est pas dans ce cadre-là, mais je trouve que cette citation est parfaitement à propos. Il dit dans un de ses romans autobiographiques « Maintenant que la grande tempête l'a fracassé depuis longtemps, nous savons que ce monde de la sécurité n'était qu'une construction de songe. Pourtant mes parents l'ont habité comme une maison de pierre. » On pourra rediscuter un petit peu des générations du coup, de nos parents et avant qui ont utilisé beaucoup de ressources et les générations futures qui risquent d'en faire les frais. Notre écosystème, du coup, comme l'a dit Alice tout à l'heure, a subi beaucoup de changements depuis la fin du XXe siècle. Donc c'est ce qu'on a appelé la grande accélération. Et cette urbanisation très rapide de notre société a complètement changé notre lieu de vie, notre environnement, a changé nos paysages. Juste pour quelques chiffres très rapides, à fin du 19e, 20e, il y avait plus de 90% de la population qui habitait dans des zones rurales. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de la population qui habite dans des zones urbaines. Et dans les décennies à venir, ça devrait être plus que 2/3 de la population qui va habiter dans des zones urbaines. En parallèle, il faut avoir en tête que depuis 1970, la population mondiale a doublé. Donc les villes explosent, les zones urbaines explosent et nos systèmes naturels se dégradent vraiment très fortement. Donc ces paysages qu'on connaît si bien sont en train vraiment de disparaître. Des chiffres qui font toujours un peu froid dans le dos, mais dont il faut se rappeler, c'est que par exemple 50% des forêts tropicales ont été transformées en plantations ou en rizières. Donc ce ne sont plus des systèmes naturels comme ils l'étaient évidemment. Et que par exemple 50% des espèces, mammifères, reptiliens, amphibiens, oiseaux, etc. Ont disparu depuis les 100 dernières années, et il y a 1 million d'espèces qui vont probablement disparaître, qui sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Donc tout ça forcément va créer un tas d'émotions nouvelles. Et parmi ces émotions, il y en a une qui est très bien définie, qui s'appelle la solastalgie. Alors, solastalgie, ça vient de solatium, qui veut dire réconfort, et de algie, on connaît algos, et donc qui donne algie, qui donne la douleur. Donc en fait, c'est la perte de réconfort engendrée par l'altération d'un environnement ou d'un chez-soi familier. Donc, cette notion de solastalgie, ça doit résonner à vos oreilles parce que ça ressemble quand même beaucoup au mot de nostalgie. En fait, la nostalgie, c'est ce fameux mal du pays. Par exemple, vous partez de chez vous et puis vous pensez, quand vous êtes un exilé ou un voyageur, à ces odeurs, à ces paysages, à ces gens qui vous entourent et qui vous créent une émotion plutôt positive, mais vous y pensez un peu avec tristesse parce que voilà, elle est loin de vous, mais vous espérez y retourner un jour. La solastalgie, c'est un peu cette nostalgie d'un environnement qui est perdu, qui va être perdu et qui est voué à disparaître et que probablement on ne retrouvera pas. Donc ça crée une émotion très compliquée à gérer, évidemment.
Et c'est le philosophe Baptiste Morisot, en fait, qui dit que pour lui, la solastalgie, à l'inverse un peu de la nostalgie, c'est un mal du pays inversé, c'est un exil sans départ. Donc en fait, on n'est jamais parti de chez soi, mais c'est ce chez soi qui disparaît autour de nous. Voilà, c'est un peu un concept compliqué, mais je pense qu'il parle quand même vraiment très très bien. Donc moi je dis que c'est presque un peu une nostalgie anticipée. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt sur l'ordre de l'émotion. Après il y a l'éco-anxiété qui est plutôt une réaction somatique à cette émotion nouvelle qui est la solastalgie. Donc l'éco-anxiété pour l'instant il n'y a pas de consensus médical, c'est pas une maladie psychiatrique, il n'y a pas de définition claire, ce n'est pas une maladie mentale et elle ne figure pas dans le DSM-5 qui est le référentiel des maladies psychiatriques aujourd'hui. Et en fait, on n'est pas tout à fait sûr que d'ailleurs l'éco-anxiété doit y figurer parce que, en fait, finalement, l'éco-anxiété, c'est une réaction saine et normale dans un environnement qui est malade. C'est normal d'être inquiet que notre futur est en train de complètement changer sous la pression du changement climatique. Ce qui n'est pas normal, au contraire, c'est de ne rien faire et de ne pas s'en inquiéter. Après, c'est quand même intéressant de vraiment essayer de poser une définition sur l'éco-anxiété parce que ça permet de faire vivre cette notion clinique et ça permet de rajouter des arguments sur le fait que les changements climatiques ont tout un tas d'impacts négatifs sur la santé, notamment sur la santé mentale. Et c'est pour ça que l'American Psychological Association propose la définition suivante qui est une peur chronique d'une catastrophe environnementale. Après, il y a encore aussi une autre définition qui est proposée, ou en tout cas qui est réfléchie, qui différencie en fait l'anxiété et les inquiétudes du futur liées aux changements environnementaux de quelque chose de vraiment beaucoup plus fort, une anxiété qui va vraiment vous submerger, qui va vous tétaniser, une anxiété qu'on appellera du coup à ce moment-là pathologique parce qu'en fait elle vous permettra plus de rien faire, juste on est trop mal vis-à-vis de ce qui se passe. Donc à ce moment-là, effectivement, on est dans quelque chose qui ne nous pousse plus à améliorer le monde, et donc on est peut-être un peu plus dans la pathologie, et dans ces cas-là, il faut absolument se tourner vers les professionnels de santé, et il faut essayer d'aller mieux vis-à-vis de ça et de gérer cette émotion. Il y a une étude qui a été publiée dans The Lancet Planetary Health, c'est une rubrique de The Lancet que vous connaissez peut-être, qui est une revue médicale assez réputée. Donc c'est une étude qui a été faite dans 10 pays, des pays du Nord comme des pays du Sud, qui interroge les 16-25 ans et qui leur demande comment ils voient leur futur. Et les 3/4 répondent dans cette étude qu'ils jugent leur futur effrayant. Donc effectivement, des réponses qui sont quand même assez claires de la part de ces 16-25 ans. On a échoué à prendre soin de la planète, cette réponse est donnée à 83%. Le futur est effrayant, cette réponse est donnée à 75%. L'humanité est condamnée. L'humanité est condamnée, c'est énorme. Cette étude, moi, m'avait fait beaucoup d'effets. Une autre chose que les auteurs et autrices de cette étude amènent, c'est que les jeunes sont notamment désorientés par l'incapacité des gouvernements à agir. Le stress chronique créé par le changement climatique est vraiment favorisé par leur sentiment d'impuissance et par le fait que ce problème n'est pas du tout pris en considération par les autorités. Donc ça, c'est vraiment un facteur aggravant de cette éco-anxiété. Il y a une chose supplémentaire, c'est qu'ils expliquent que probablement les jeunes sont particulièrement touchés par cette angoisse climatique, parce qu'ils sont encore dans un processus de développement psychologique, social et physique, et qu'ils n'ont pas de repères, en fait. On ne leur a pas permis d'avoir les repères nécessaires pour se construire. Donc, comme on l'a compris, le changement climatique a tout un tas de répercussions négatives sur la santé mentale et sur le bien-être émotionnel des populations du monde entier. Et ça va se manifester par plein de symptômes, par plein de manifestations. Donc on en a parlé de l'anxiété, ça peut aller jusqu'à la dépression. On peut être dans le cadre de stress post-traumatique, notamment face à des événements météorologiques qui ont été vraiment très graves, une inondation par exemple, ou une énorme canicule qui aura entraîné aussi une grosse sécheresse et qui aura entraîné des décès dans sa famille, autour de soi. Et il y avait notamment la littérature qui
qui rapportait qu'il y a une relation très claire entre l'augmentation des températures et le nombre de suicides. Voilà, en tout cas, c'est tout un tas d'arguments qui sont en faveur du fait que le changement climatique et le changement environnemental a un impact très très fort sur la santé mentale. Donc en résumé, l'éco-anxiété, je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est une réaction raisonnable et fonctionnelle à ces pertes qui sont liées au changement climatique. Donc voilà, et on ne naît pas éco-anxieux, on le devient face à cette pression des changements environnementaux. Alors comment on fait pour vivre avec son éco-anxiété, avec son angoisse du futur ? Il y a plusieurs choses possibles, alors notamment il y a faire de la santé planétaire, donc j'en parle juste après, mais il y a aussi tout simplement chercher à réduire sa propre empreinte carbone. Donc l'idée n'est pas de se culpabiliser ou de se surresponsabiliser, parce qu'on a chacun notre responsabilité là-dedans, mais dans nos petits gestes quotidiens, essayer de peut-être réfléchir un peu plus, d'être plus responsable quand on achète, quand on se nourrit, quand on voyage. Donc voilà, tout un tas de petits gestes qui vraiment font du bien, parce que en fait, ça permet d'être en cohérence avec ses valeurs. Une autre façon de lutter contre son éco-anxiété, ça va aussi être de rentrer dans des organisations, des mouvements qui sont écologiques, et s'engager, ça permet d'avoir des espaces de partage, d'écoute, d'entraide, où on peut parler de tout ça. Et ça fait des vrais échanges de paroles, et enfin, c'est assez magique ce qui se passe quand on rencontre des gens qui se sentent concernés par les mêmes questions que nous. Ça m'amène à parler de notre association, l'Alliance Santé Planétaire. Donc notre mission, c'est de promouvoir ce concept de la santé planétaire et tous les concepts connexes dont vous avez peut-être entendu parler, la santé environnementale, l'éco-santé, One Health. Voilà, on est beaucoup de professionnels de santé, mais pas que, à essayer de chercher des liens entre les changements environnementaux et notre santé humaine. Donc notre but avec l'Alliance Santé Planétaire, ce sera de limiter les impacts des changements environnementaux causés par l'humain sur la santé du vivant, tout en préservant un monde équitable, durable et sain. Donc bien sûr, notre public visé, ça va être les professionnels de santé, mais ça va aussi être les patients, les patientes à qui on va s'adresser. Et évidemment, avec la mise en œuvre d'actions locales, on va chercher à atteindre les politiques qui sont décisionnaires dans les réformes de la santé. Et je voudrais vous parler plus particulièrement d'un de nos moyens d'agir dans la santé planétaire. C'est de vraiment mettre en lumière les co-bénéfices à prendre à la fois soin de la planète et de prendre soin de l'humain, puisque tout est interconnecté. C'est vraiment le message de la santé planétaire. Si on prend soin de nous, on prend aussi soin de la planète, et si on prend soin de la planète, on prend soin de nous. Et ça, je vais vous l'illustrer par cet exemple. Je ne sais pas si vous voyez mon... Donc par exemple, si on prend un peu plus le vélo, c'est un exemple très simple, mais au moins ça permet de savoir où on va. On prend plus le vélo, on est plus actif. Donc nous, sur notre santé, ça nous rend moins sédentaires. Et donc j'ai plus besoin de vous prouver le fait que faire du sport, c'est une bonne chose pour notre corps. En plus de ça, ça évite tout un tas de choses désagréables, comme la pollution sonore notamment, les accidents qui sont provoqués par toutes ces voitures sur les routes. Et on reparlera après, évidemment, des émissions des gaz à effet de serre. Le fait qu'on prenne plus le vélo, qu'on prenne moins la voiture, ça fait que tout cet espace qui est alloué à la voiture peut être alloué à autre chose, notamment à des espaces verts, par exemple, à des jardins partagés, à des potagers. Et ces espaces-là vont permettre éventuellement de générer de l'alimentation, des fruits et légumes, donc une alimentation qui sera plus saine, qui sera à plus bas coût et dont on pourra se fournir de façon plus locale. Et évidemment, manger plus sainement, ça a un impact sur la réduction de l'obésité, sur les maladies non transmissibles dont a parlé Alice tout à l'heure, à savoir les maladies cardiovasculaires notamment, et voilà, tout un autre tas de bienfaits sur la santé humaine. En plus de ça, travailler dans des potagers et des jardins, ça permet de se rapprocher de la terre, recréer du lien avec la terre, et c'est extrêmement bon aussi pour l'anxiété. Et ça permet aussi de revaloriser les liens sociaux, travailler ensemble dans un jardin, vraiment c'est juste des très beaux moments et on les a complètement oubliés en individualisant tout.
Et donc voilà, donc ça c'est les impacts positifs que ça a sur nous et évidemment ça a des impacts positifs sur la nature parce que si on prend moins la voiture, on va moins émettre des gaz à effet de serre, donc la qualité de l'air sera meilleure. En plus de ça, on va arrêter de tuer toutes ces petites bestioles sur la route et donc on va favoriser le fait de maintenir la biodiversité. Tout un tas encore de choses extrêmement bénéfiques évidemment sur la planète. Je m'arrête là pour ça. Donc les valeurs de notre association, elles sont multiples. Donc il y a notamment la justice, l'équité et l'empathie, qui est une des grosses forces motrices de l'Alliance Santé Planétaire, parce que vraiment ce qu'on essaie de défendre, c'est que la façon dont on consomme et dont on produit des déchets aujourd'hui sur notre planète a un impact majeur sur les générations futures. Donc ça veut dire que nous, on a une charge sanitaire, on est responsable des générations à venir, dans quel milieu elles vont vivre. Et ça veut dire que c'est les personnes qui auront le moins pollué et le moins profité, entre guillemets, de ces ressources qui vont le plus pâtir des changements environnementaux. Évidemment, c'est pareil pour les personnes qui vivent actuellement de façon très précaire, ce seront les premières à souffrir de ces changements environnementaux. On est aussi beaucoup porté par l'espoir. L'espoir que même des petites initiatives citoyennes, collectives, à basse échelle, peuvent avoir un impact sur les changements environnementaux. On est vraiment animé par cette idée-là, on pense que c'est par les initiatives citoyennes que peuvent émerger des grandes décisions politiques qui, du coup, à grande échelle, vont vraiment avoir un plus gros impact. Et je voudrais revenir sur deux dernières valeurs qui sont l'innovation guidée par la science. Donc tout ce qu'on apporte comme connaissance dans la santé planétaire se base sur des études scientifiques. Donc voilà, on est vraiment guidé par des preuves, par la science, et c'est ça aussi qui nous anime. Et cette dernière valeur de l'urgence, qui nous met dans une ambivalence extrêmement compliquée à gérer, parce qu'on sait que les changements de mentalité mettent beaucoup de temps. En revanche, le temps, on ne l'a pas. Donc plus on est nombreux à mettre nos forces là-dedans, plus la prise de conscience sera rapide et on pourra gérer cette notion de l'urgence. Donc notre vision, au final, c'est un monde où tous les peuples prospèrent en protégeant et en régénérant les systèmes naturels de la Terre pour les générations à venir. Avec l'association, on a fait un appel aux soignants, donc c'est vous, notamment, et tout un tas de professionnels de santé que je vous laisse découvrir ici pour parler de la santé planétaire. Sage-femme, dentiste, nutritionniste, aide-soignant, kinésithérapeute, infirmier, médecin, pharmacien. Nous, professionnels de la santé, sommes très inquiets de la santé et celle des générations futures. La science nous le rappelle, les preuves sont formelles. Le changement climatique est la plus grande menace pour la santé humaine. À cela s'ajoute l'effondrement de la biodiversité, les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, l'épuisement des ressources, l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, les pandémies, et l'explosion des maladies chroniques. Le plus injuste, c'est que ce sont les populations les plus vulnérables qui sont le moins responsables de ces dégradations et aussi les plus touchées. Ce constat est lourd. Nous en sommes conscients. Mais ces défis nous offrent la plus grande opportunité d'agir. Ces enjeux questionnent profondément le sens de nos métiers. Notre rôle est de promouvoir la santé et de prévenir les maladies. Notre vision de la santé doit être globale et dépasser les lieux de soins. Il n'y a qu'une seule santé et elle est planétaire. Des initiatives positives et dynamiques existent déjà. D'autres sont à créer. Des soignants s'engagent. L'appel est lancé. Rejoignez-nous. Je vais vous reparler rapidement de deux projets qui sont en cours dans notre association avec notamment des médecins qui travaillent dessus, mais pas que évidemment. On est toujours dans une vision de santé très globale, donc plus il y a de la diversité, plus on est content. Donc dans un des volets de nos actions, c'est sensibiliser et éduquer, et on voudrait faire des consultations de santé planétaire. Alors on est en train d'essayer de voir si elles pourront être remboursées à un moment, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait instaurer dans le cadre de vraiment une consultation. Donc c'est un moment où on parle de notre mode de vie, du mode de vie du patient plus exactement, de son alimentation, de ses transports, de sa façon de se chauffer, de se doucher, voilà, tout un tas de choses qu'on aborde. Donc c'est vraiment très intéressant de leur faire prendre conscience du lien entre leur santé et leur impact environnemental. Dans un autre volet de nos actions qui s'appelle Agir et soutenir,
on essaye de mettre en place des centres de santé planétaires, donc qui sont des centres de santé un peu comme on les voit déjà avec plusieurs médecins ou plusieurs personnels de santé qui travaillent ensemble. Mais là, on voudrait faire encore une étape au-dessus en termes de globalité du soin, où on créerait vraiment alors déjà, il y aurait une gouvernance horizontale où chacun peut dire ce qu'il pense pouvoir apporter comme décision. Alors il peut y avoir des ateliers cuisine, des jardins thérapeutiques, des jardins éducatifs, où on parle d'alimentation, on parle de sport, et on parle une fois de plus de comment vraiment agir dans notre quotidien pour faire résonner la santé planétaire chaque jour. Et puis on a fait d'autres projets, comme la traduction de ce livre de la santé planétaire, de Samuel Myers, qui est un chercheur qui travaille actuellement à Harvard, qui est le père de la Planetary Health Alliance. Donc c'est l'Alliance Santé Planétaire, mais la toute première, l'américaine. Donc qui a écrit ce superbe livre qu'on a traduit et que je vous conseille. On a aussi soutenu le film de Marie-Monique Robin, qui est une journaliste d'investigation qui parle de la perte de la biodiversité, qui s'appelle La fabrique des pandémies. On a écrit une tribune dans le journal Reporter qui parlait aussi de la santé planétaire. Et puis on travaille avec le Collège de médecine générale pour aussi promouvoir cette santé planétaire et proposer par exemple ces affiches à mettre dans vos cabinets de médecins. Et voilà. Et je passe la parole. Voilà, parce qu'effectivement, face à tout ça, on a vraiment envie de passer à l'action. Donc, comme c'était dit dans le film, rejoignez-nous, vous trouverez le lien vers l'appel sur le site de l'Alliance Santé Planétaire. Donc, il y a vraiment urgence à agir. Et comme le disait Marie, donc, il y a vraiment une opportunité, je retrouve ma souris, d'avoir cette approche positive en co-bénéfice. Donc, une fois qu'on a pris conscience qu'on était face à une urgence écologique et sanitaire, soit on met la tête dans le sable, il y en a qui le font encore, mais on a vu que ce n'était pas la meilleure façon de réagir, bien sûr. Donc pour passer à l'action, il va falloir, face à ces défis qui sont si importants, adopter une stratégie bien orchestrée, une double stratégie d'atténuation, donc comment on va maîtriser notre impact sur l'environnement, et d'adaptation, comment on va s'adapter à ces changements environnementaux globaux. Donc il faut vraiment avoir cette vision globale et au quotidien mettre en place des actions locales. Donc tous les secteurs doivent s'engager et bien sûr le secteur de la santé. Et en tant que professionnels de santé, nous avons un rôle vraiment particulier. Et donc qui va être d'abord face à ce constat de se poser la question comment prendre soin à l'ère de l'anthropocène. Donc en tant que professionnels de santé, nous sommes face à un double enjeu, l'impact de l'environnement sur la santé et l'impact également de la santé sur l'environnement. Puisque nos activités de santé, Raphaël va nous l'exposer plus longuement après, nos activités de santé ont bien sûr un impact sur l'environnement. Donc la question qu'on se pose, c'est comment prendre soin en respectant les limites planétaires. Et là, on est ensemble toute la nuit, parce qu'on va en parler toute la nuit. Donc la première chose à faire, ça va être d'abord d'observer justement quel impact on a sur l'environnement dans le cadre de nos activités de santé. Donc on va évaluer les risques pour pouvoir les maîtriser. Et ce qui est très important, en fait, c'est vraiment d'avoir cette vision globale et de se dire que quelle que soit l'activité qu'on va mener, elle va avoir un impact. Donc on va avoir un impact lié à tout ce qui va rentrer dans nos établissements de soins, que ce soit les cabinets libéraux de ville ou les hôpitaux ou les établissements de santé. Donc tout ce qui va rentrer et tout ce qui va sortir va avoir un impact. Donc ça va être par exemple l'impact lié à la consommation énergétique quotidienne liée à l'activité, donc le bâti, le chauffage, l'électricité, etc. Le transport des personnes, que ce soit les patients, les usagers, les soignants. Et puis les consommations d'énergie renouvelable ou non et de l'eau. Ça va être aussi tous les achats de biens et de services, qu'ils soient spécifiques ou non. Donc on va penser ici particulièrement aux produits de santé, mais pas que. Et puis tout ce qui va sortir, donc les déchets solides. Donc souvent, quand on interroge les médecins, ils vont dire « Oui, moi je mène une démarche éco-responsable au cabinet, je trie les déchets ». Ça ne va pas être suffisant. Donc effectivement, par rapport à ces pollutions, il y a les déchets solides, mais il y a aussi tout ce qui va être rejeté dans les eaux usées. Donc on va parler de la pollution médicamenteuse notamment, et puis les rejets gazeux et les émissions de gaz à effet de serre. Face à ça, la première chose à faire, ça va être donc d'avoir cette approche positive en co-bénéfice. Toujours, tout ce qu'on va faire pour l'environnement va être meilleur pour la santé et inversement.
Et il n'y a pas de solutionnisme, il n'y a pas de formule magique, à part peut-être se mettre dans une démarche de sobriété. Donc il faut oser dire ce mot, allons-y. Et en fait, sobriété, ça ne veut pas dire juste casse-pied, ça veut dire santé, ça veut dire prospérité, ça veut dire simplicité, enfin, ça veut dire tout ce que vous voulez, mais c'est finalement assez positif et on voit de toute façon qu'on se dirige vers ça. Donc la première étape, ça va être moins consommer les énergies notamment. Ensuite, la deuxième étape, ça va d'avoir une efficacité énergétique, et puis se tourner vers le développement des énergies renouvelables. Pour les achats, pareil, pas de solutionnisme. On nous dit faites le plein de biens éco-responsables. Ça ne fonctionne pas non plus, puisque même si c'est écologique, ça a un impact. Donc la première chose, c'est d'arbitrer ce qui est vraiment utile, nécessaire, indispensable. Ensuite, optimiser la durée de vie. Par exemple, un ordinateur de 2 kg, c'est 800 kg de matières premières extraites. Donc quand on a un ordinateur, on en prend bien soin et on le garde le plus longtemps possible. Et puis après, en troisième étape, effectivement, avoir des produits plus écologiques, éco-conçus. Pour les déchets, c'est pareil. La première chose à faire, c'est pas recycler, c'est produire moins de déchets. Donc là, il y a une vraie réflexion sur l'usage unique en établissement de santé. Et puis pour la sobriété chimique, pareil, on a aussi besoin de nos produits chimiques pour désinfecter et pour soigner, donc les traitements médicamenteux. Mais il faut bien sûr repérer d'abord les risques et puis essayer de les maîtriser au maximum en supprimant ceux qui sont superflus. Donc j'aimerais bien rentrer plus dans les détails de tout ce qu'on peut faire au niveau de ces actions. Voilà. Donc il y a aussi en complémentarité cette double approche donc de maîtriser le poids environnemental de nos soins, mais également développer la prévention et la promotion de la santé. Il faut qu'on arrive bien sûr à réduire la demande de soins. Et ça fait partie de cette démarche écologique et sanitaire globale. Donc, démarche éco-responsable et prévention et promotion de la santé pour maîtriser les risques. Les leviers, je vais finir ici. Être formé et informé des enjeux, des solutions et stratégies adoptées. Donc, super, bravo la fresque du climat et cette journée dédiée à ce sujet. Proposer cette vision systémique, vraiment, n'ayez pas peur d'en parler en fait. On se rend compte qu'on n'est pas assez éduqué à tout ça et il faut communiquer un maximum. Donc on peut être acteur en maîtrisant notre impact, mais on doit aussi être ambassadeur et engager l'ensemble des secteurs et des personnalités. Donc communiquons et osons et soyons fiers de cette démarche. Pour finir, je vais vous passer ce film qui a été créé par une des membres de l'Alliance Santé Planétaire, donc Blandine Mellouet-Fort, qui est réalisatrice et médecin de santé publique. Donc ce petit film qui nous permet d'affirmer haut et fort ce pas de côté qu'on a besoin de faire aujourd'hui et ne plus rester juste dans un modèle biomédical classique. Et je vous laisse regarder. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? Pour faire simple, je suis pas en forme. Je suis fatigué, je suis stressé. Au boulot, j'arrive pas à me concentrer. Il me faudrait quelque chose pour me rebooster, quoi. Je vois. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ça renforce les capacités cognitives comme l'attention, ça réduit le stress, et en plus du bien-être, ça améliore réellement la santé. Il n'y a aucune contre-indication, c'est sans effet secondaire. Et en plus, c'est gratuit. Nature. Pour votre santé ? Passer du temps dans la nature. S'exposer à des environnements naturels est indiqué pour améliorer sa santé et son bien-être. Habitude de vie recommandée à tous les âges, quelle que soit l'intensité de l'activité pratiquée. C'est pas mal, hein ? Une vision globale et oser en fait le proposer aux patients. Tout simplement. Il y a des alternatives qui fonctionnent très bien. Bon, bien sûr, il faut s'adapter au contexte. Et voilà, il faut oser, il faut y aller. Donc tout simplement, je vous quitte avec cette photo. Donc reconnexion avec la nature. Donc s'il y a vraiment deux messages, c'est la reconnexion avec la nature. On vient de là, on est la nature tout simplement. Et puis ces marches pour nous inviter à être dans cette démarche d'amélioration continue, positive, toujours avec une approche en co-bénéfice. Et sur le fait d'être ambassadeur, n'ayez pas peur. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Merci à vous. Quitte en fait à freiner le progrès technologique ou en fait de freiner disons d'empêcher des effets secondaires potentiellement nocifs pour la santé du patient.
enfin, la santé publique en général. Oui, déjà la notion de progrès, elle est toute relative. Hein. Et le principe de précaution, je sais pas si j'en ai parlé, mais effectivement c'est c'est indispensable. Donc aujourd'hui, il se joue plutôt à l'échelle individuelle. Donc pour ceux qui sont formés et informés des risques potentiels, mais il ne se joue pas à l'échelle européenne. Ça c'est un rapport qui a été validé par l'Union européenne. Donc, oui, on sait qu'on ne sait pas, mais malheureusement tout est sur le marché. Enfin, toutes les substances chimiques se développent sur le marché. Il y a une réglementation qui évolue. Il y a le New Green Deal d'ici 2030, hein, avec zéro produit toxique. Mais en attendant, bien sûr que le principe de précaution devrait être appliqué plus qu'à l'échelle individuelle. Mais on est, en fait, surtout particulièrement par rapport aux perturbateurs endocriniens, on est dans une réflexion du risque qui ne tient pas compte de cet effet cocktail, notamment. Donc, on est à côté de la plaque. Juste pour intervenir là-dessus, le principe de précaution, c'est un concept à manier quand même avec précaution, du coup. Parce que je trouve ça plus facile de manipuler le concept d'arbitrage des risques. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans beaucoup d'activités humaines, il y a très souvent des risques associés. Et donc quand les risques ne sont pas mesurés, c'est très difficile de savoir. Le principe de précaution, il peut s'appliquer à énormément de choses. Et parfois, alors quand c'est sur des trucs superflus, c'est assez facile de se dire qu'on applique un principe de précaution mais en fait, c'est pas un principe de précaution par rapport au risque encouru, c'est juste que le truc est superflu et qu'on sait que toute activité va avoir des conséquences. Mais parfois, il y a des activités humaines utiles. Je pense à l'agroalimentaire. Aujourd'hui, si on veut nourrir 7 ou 8 ou 9 milliards d'êtres humains, il y a des pratiques dont on ne connaît pas forcément les conséquences, mais qui peuvent s'avérer nécessaires pour la production alimentaire. Encore une fois, il y a du gaspillage, il y a d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que toute activité, même quand l'ensemble des risques n'est pas mesuré, on ne peut pas se référer uniquement ou trop simplement au principe de précaution pour dire on ne sait pas donc on ne fait pas. C'est un peu trop, à mon avis, c'est un raccourci un peu trop facile parfois et on est obligé de faire un arbitrage. Alors justement, ça me fait penser à la théorie juridique sur le bilan coût-avantage, à savoir on mesure en fait du coup les coûts par rapport aux avantages qui sont gagnés. En fait là, l'idée avec la précaution, c'est pas d'atteindre un risque zéro, évidemment. C'est, disons, de mesurer justement quels risques sont tolérables ou non pour la santé humaine et pour l'impact sur l'environnement, justement parce que dans la lecture qui est présente dans la charte de l'environnement, on parle de conséquences graves et irréversibles. Donc là, vraiment, on essaie vraiment de se concentrer sur ce qui est vraiment, disons, qui est irréversible évidemment, mais du coup, ce qui pourrait potentiellement ne jamais être réparé, ce qui pourrait affecter durablement et définitivement nos conditions de vie. Non, mais là, du coup, je ne sais pas si ça s'applique encore au principe de précaution, parce que pour moi, le principe de précaution, c'est justement qu'il y a une part d'incertitude, notamment sur le niveau de gravité et le niveau d'irréversibilité. Là, comme on l'a vu, 100 000 produits dont on ne sait pas les conséquences, c'est pas que on pense qu'il y a des conséquences, on ne le sait pas. Et probablement pour l'immense majorité d'entre elles, il n'y a pas de conséquences, mais il suffit qu'il y en ait une pour laquelle il y a des conséquences graves et irréversibles, et ça devient très grave. Le problème, c'est qu'on ne va pas arrêter toutes les activités humaines sans savoir laquelle est nuisible. Je ne dis pas que j'ai la réponse, hein. Je dis juste que c'est assez compliqué et je ne suis pas sûr que le concept de principe de précaution soit un concept suffisant pour s'attaquer à ces problèmes-là. Si je peux me permettre, il y a aussi au niveau législatif, savoir qui apporte la charge de la preuve de la gravité potentielle. Un bon exemple, en plus, qui fait actualité avec un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si on va le dire, mais un film avec Marc Ruffalo qui parle du scandale sur le téflon. C'est le film Dark Waters. Et c'est plus ou moins applicable en France, parce que je crois qu'en France, il y a la même chose. C'est à l'industriel qui apporte les études qui montrent que son produit est inoffensif. Et tant qu'il n'apporte pas la preuve que son produit est nocif, on part du principe qu'il est inoffensif. Et quand bien même ils auraient la preuve qu'il est nocif, tant qu'ils ne le déclarent pas, la nocivité n'est pas déclarée, quoi. Et il y a aussi la question des moyens. On est tous d'accord pour dire qu'il faudrait que tous les bénéfices de la planète soient orientés sur la santé publique, je pense, ici, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, on n'a pas autant de scientifiques et de juristes, etc., qui sont déployés dans les instances de santé publique pour analyser toutes les entités chimiques. Et donc, pour l'instant, cette charge de la preuve fait que, de facto, le principe de précaution ne peut pas... Et là, il y a des affaires juridiques de santé-environnement
qui essaye d'évoquer ce principe de précaution et qui essaye de faire acte jurisprudence ou acte de justice contre des compagnies qui ont été nocives et qui le savaient. Ça ne fonctionne pas pour cette chose-là, parce que l'industriel était dans son droit, quoi. L'industriel, il a fait ses études, pas de nocivité, point barre. Par ailleurs, ça se heurte, à mon avis, à des concepts juridiques assez forts. Encore une fois, et je pense qu'on peut les remettre en cause, mais notamment les concepts d'imputabilité. Aujourd'hui, pour attaquer quelqu'un en justice, il faut montrer une imputabilité, il faut montrer un lien de cause à effet entre un phénomène et une conséquence. Si on n'est pas capable de la montrer, c'est difficile d'attaquer quelqu'un en justice. On peut le faire, mais c'est difficile d'avoir gain de cause. Ça dépend des pays. Mais c'est pas totalement inutile comme concept en droit, le fait de pouvoir montrer un lien de causalité. Or, scientifiquement, montrer un lien de causalité, c'est un peu mon métier, pour le coup, je travaille en recherche. Et nous, en recherche, notamment en recherche clinique et en épidémiologie, notre travail, c'est de montrer des associations statistiques, mais c'est d'extraire un lien causal de ces associations statistiques. Je veux dire que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et d'ailleurs, scientifiquement, théoriquement, on ne peut pas faire ça sans faire de la randomisation, c'est-à-dire sans éliminer, pour ceux qui m'ont eu en FCA, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais sans éliminer ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Parce que jusque-là, tant qu'on est condamné à se limiter à montrer des associations statistiques, on ne peut pas éliminer par principe le fait qu'il puisse y avoir des facteurs de confusion, c'est-à-dire des phénomènes qui soient liés aux deux phénomènes pour lesquels on montre un lien et qui soient la cause des deux ou qui soient une cause partielle. Et donc, on se retrouve bloqué avec l'impossibilité de montrer des liens causaux. Et ça, en droit, ça se traduit par l'impossibilité de poursuivre ou de condamner des gens quand on ne peut pas montrer que c'est eux qui ont créé des dommages. Justement, ça revient sur le domaine de note justement sur tout ce qui va être justement la causalité idéale, ce qu'on appelle la causalité idéale en droit, qui est vraiment le lien direct, certain et réel, entre un dommage et un acte. Et ce lien de causalité, il est très périlleux à trouver en droit, et il est encore plus périlleux, effectivement, du coup, dès qu'on rentre dans le domaine médical, surtout biomédical, et là, du coup, en fait, c'est toute la difficulté d'établir justement des réparations, finalement, pour l'individu. S'il tombe malade à cause de la dégradation de l'environnement, ça rejoint aussi tous les débats autour du droit à l'environnement sain de la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense que c'est un débat qui peut être assez vertigineux en termes de juridique. C'est pourquoi, en fait, disons, tant qu'on n'a pas résolu ce débat-là, et tant que, disons que, aussi, de notre côté, le droit n'a pas résolu ces problématiques-là, autour justement de la causalité idéale, on n'arrivera pas à faire avancer, je pense en tout cas, toutes ces données-là biométriques qui nous sont remontées du droit, et on ne sait pas vraiment comment faire, on ne sait pas vraiment comment les traiter. On ne sait pas comment les traduire en termes de réparation des dommages, on ne sait pas les traduire en termes de, comment dirais-je, le juge ne sait pas en tout cas quel verdict prononcer quand il a ces données-là entre les mains. En fait, lui, ce qui revient, du coup, il y aura toujours à cette idée de causalité idéale, alors que finalement, en fait, il devrait étendre son champ de perception et il devrait être davantage formé à ce niveau-là. Non, mais le droit est une science humaine, hein, donc très imparfaite, c'est pas de la physique, quoi. C'est parti. Mais j'entends. On va faire de la justice planétaire. Je me permets juste de reboucler avec une des toutes premières questions que tu as posées par rapport, en fait, est-ce qu'on peut rendre tous ces produits chimiques possibles et si on les interdit, ça veut dire qu'on arrête le progrès médical. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Le progrès, oui, sauf que là, en fait, actuellement, les désordres environnementaux sont en train d'anéantir complètement tous les progrès de la médecine. Donc oui, alors déjà oui, on vit vieux, mais on vit dans quel état? Est-ce qu'on vit dans cette définition de la santé de l'OMS que nous a donnée Alice tout à l'heure? Non, probablement pas. Donc, voilà, l'idée de cette technicité et de ce progrès médical est vraiment à remettre en question aujourd'hui parce qu'on est dans un environnement qui ne le permet plus et qui est même en train de le détruire. Voilà, je vais juste... Ouais, et après peut-être quelqu'un d'autre a une autre question. Vas-y. Juste pour rebondir, il faut penser à ce que Ivan Illich développe en fait, dans ses bouquins sur la contre-productivité de la technique. Voilà, c'est tout. Si ça intéresse des gens pour cette question. Il y a la sobriété collective, pas collective, mais... Ivan Illich, il parle de la sobriété. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible en fait. Et quand on arrive à l'industriel, ça a forcément une fin.
Après, je vais me faire l'avocat du diable, mais il en faut un, et sinon on est tous d'accord dans la salle et on peut aller prendre des bières. Mais avant le progrès technologique et avant le progrès, je déteste ce terme de progrès, mais disons avant l'avènement de la société industrielle, je suis pas sûr que les conditions de santé, je dis pas de soins ou même de connexion à la nature, mais de santé étaient, enfin je veux dire, je donne des cours en P1 sur la santé mondiale et l'évolution de la santé mondiale. Le taux de mortalité infantile au début du 20e, hein, je ne parle pas il y a 3 siècles, mais au début du 20e, c'est un enfant sur 3 ou un enfant sur 4 dans le monde, de moins de 1 an qui décède. Donc je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut faire je dis pas qu'il n'y a pas de frein à avoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à payer le prix d'une désindustrialisation massive, d'une sobriété massive? Je ne crois pas que ce soit quelque chose de gratuit. Après, il faut aussi se poser la question de ce que c'est possible dans un monde en contraction et en durabilité. Ouais, par ailleurs, c'est probablement quelque chose d'inévitable, donc autant le planifier, l'anticiper, on est d'accord. Mais je suis pas sûr que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Quoi. Avec un regard un peu plus du coup santé pub, histoire, etc., de médecine, etc. Il y a ce mythe un peu qui revient toujours de dire que la plupart des progrès de santé publique sont dus à des petites innovations, par exemple la diminution de la mortalité infantile serait beaucoup plus due à l'utilisation des désinfectants et des savons dans les blocs plutôt qu'aux antibiotiques, etc. Il y a des choses qui ont été étudiées sur, en gros, la part de ce qu'on peut étudier dans les pays en développement, la part de ce qui est dû à vraiment de la médecine biomédicale, technologique et juste des technologies, justement de la non-technologie, juste par exemple des savons, juste faire de la marche en avant, juste faire de la prévention, etc. Est-ce qu'on sait à peu près jusqu'à quel niveau de santé d'une population on peut aller avec des moyens qui sont entre guillemets low-tech, très non numériques, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, alors moi je ne connais pas la part répartie entre ce qui va être côté hygiène versus côté antibiotique, etc. Mais les premiers antibiotiques sont assez low-tech et à contrario, les mesures d'hygiène et des techniques de stérilisation d'aujourd'hui peuvent être assez high-tech. Je ne suis pas sûr qu'on puisse catégoriser comme ça. Par ailleurs, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des gains de productivité qui sont toujours décroissants dans n'importe quelle technologie, y compris dans des technologies médicales. Donc, par exemple, avec les premiers médicaments dans une gamme de médicaments quelconque, les gains de survie, etc., vont être très importants au début. Et puis plus on pousse, moins ils sont importants. Mais c'est vrai de n'importe quel type de technologie scientifique, en fait, plus on avance, moins c'est important. Ensuite, il faut bien définir qu'est-ce qui est satisfaisant. Évidemment, on est tous d'accord pour dire, je pense, qu'il y a des déterminants de santé hyper importants qu'il faut privilégier, typiquement l'activité physique, le retour à la nature et une forme de sobriété dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de cancers qui n'ont pas forcément de cause environnementale, mais qui peuvent avoir des causes génétiques, par exemple. Je suis pas sûr que les patients de ces cancers-là ils soient d'accord pour qu'on baisse le niveau de technologie pour s'adresser à ces cancers. Et pourtant, globalement, peut-être que c'est probablement la chose à faire en termes de santé publique. Mais il n'y a rien de gratuit, quoi. Quand on n'est plus en illimité, on est obligé de faire des arbitrages. Voilà, c'est ça, et je pense que on ne peut pas faire l'économie de se poser la question de ces arbitrages. Et ils sont, je pense, toujours difficiles. Enfin, pas toujours, mais les plus faciles, on va les faire assez vite. J'espère. Il y a aussi une question d'équité dans tout ça. Bien sûr. Justement, nous, dans notre pays, avec un accès justement à toute cette technologie, c'est facile. Non, bien sûr. Quand on est malade, c'est pas facile, bien sûr. Mais à quel prix pour les autres Ouais. Mais alors là, on Ah ouais, mais c'est... Le problème, c'est qu'on tombe... En fait, le nœud, il est là. Mais le truc, c'est qu'on tombe souvent dans des... Enfin, c'est ce qui se passe, alors, pas tellement sur les contraintes planétaires, mais c'est des débats qu'il y a beaucoup sur les contraintes économiques, ça on les connaît depuis très longtemps, les contraintes économiques, il n'y a pas d'argent gratuit, ce qui est probablement le truc le plus faux qu'on puisse entendre en économie. L'argent, par définition, c'est vraiment une convention des pays, donc par définition, c'est gratuit et c'est magique. Il n'y a pas d'argent magique, pardon. L'argent, c'est magique. Il suffit d'imprimer. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences derrière, mais c'est vraiment une construction humaine pour le coup. Les contraintes économiques sont mesurées de manière très précise, mais on tombe très vite dans des raisonnements assez froids de tableau Excel,
où on va quantifier, en gros c'est des raisonnements par Quali, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le fait de quantifier une année de vie en bonne santé, combien d'euros on est prêt à mettre dessus. Peut-être qu'un jour on se posera la question de combien de tonnes de carbone on est prêt à mettre dessus, combien de ressources, de métaux on est prêt à mettre dessus, combien de litres d'eau on est prêt à mettre dessus. Et malheureusement c'est une analyse très froide. Pour avoir un truc un peu équilibré et justement pouvoir faire ces arbitrages, on va retomber dans des chiffres en fait. Et malheureusement, on est contraint à ce genre d'analyse dont on n'a pas envie. En fait. On n'a pas du tout envie de se mettre des contraintes là-dessus. Mais... Il y a d'autres outils qui existent. Il y a d'autres outils qui existent pour faire de la Quali et Dali, c'est les trucs les plus utilisés, mais c'est en euros pour l'instant. Il y a des outils sur le carbone. Alors, du coup, ça c'est assez nouveau, hein. Une fois de plus, l'Alliance Santé Planétaire a été fondée en 2021, donc bon, on est encore jeune. Donc ce serait des consultations effectivement par un médecin, alors c'est une grande question, on en parlait tout à l'heure, là en tout cas c'est monté par un médecin généraliste, où c'est dans le cadre de son activité, en fait, en dehors de ses consultations classiques d'une vingtaine, 30 minutes en fonction des cas évidemment, il prend vraiment un temps plus long, probablement plutôt d'1 heure, où effectivement il fait un petit peu la liste de tous les impacts qu'il peut avoir sur l'environnement à travers ses gestes du quotidien. Donc comme je disais, il va aborder la question de l'alimentation, quel type d'alimentation, donc fruits, légumes, végétariens, pas végétariens, comment il cuisine, où est-ce qu'il prend ses légumes locaux, bio, raisonnés, enfin voilà, l'éventail, ne serait-ce que juste pour l'alimentation, est énorme. Et puis après on parlerait aussi de comment isoler sa maison, comment se chauffer, gaz, électricité, en plus là, tout ça, il y a des résonances géopolitiques qui sont énormes, donc ça devient compliqué, mais c'est assez passionnant. Et évidemment, il y a son mode de transport, ok, son travail, il est à tant de kilomètres de son lieu de vie, donc comment il y va, est-ce que s'il est obligé de prendre la voiture, quel type de voiture il a, enfin voilà. On essaie vraiment d'aborder tous ces champs-là, et pour faire prendre conscience aussi à travers ça aux gens que chaque petit geste, donc le fait de manger de la viande, le fait d'avoir une voiture, ça va avoir une empreinte écologique et que cette empreinte écologique est nocive pour sa santé et on fait reboucler la boucle comme ça. Ok, mais le médecin généraliste, à proprement parler, il traiterait donc de l'effet que ça fait sur la personne Non, c'est de la prévention, de la C'est de la prévention, ouais. Et donc ça, mais je comprends pas le terme médical qui va avec, c'est-à-dire c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que nous, on aime vraiment, on promeut vraiment cette valeur que la santé, une fois de plus, c'est pas aller voir ton médecin, t'as une maladie, et puis il va te prescrire des médicaments et tu vas en ressortir, évidemment. On est déjà, pour nous, la santé, c'est l'absence de maladie. Donc en fait, cette consultation, elle est passionnante, parce que si ça peut diminuer son risque de tomber malade par la suite, d'avoir du diabète, d'avoir de l'hypertension, mais c'est tout gagné en fait. Et là, on est les médecins les plus heureux du monde à ce moment-là. Peut-être voir avec les patients s'il y en a par exemple qui ne veulent pas pouvoir prendre en charge. Mais c'est déjà le cas sur... En fait, par exemple l'immunothérapie, vous connaissez tout ça, vous savez que ça coûte très très cher les immunothérapies. Ça coûte très cher notamment parce que la production est assez chère, donc en fait il y a un flux physique derrière qui est très conséquent, donc probablement que c'est assez polluant, je ne connais pas le bilan carbone de l'immunothérapie, mais je pense qu'il n'est pas neutre du tout. Il traite aujourd'hui des cancers pédiatriques, et vous avez des injections à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je pense que ça se compte en tonnes, ou en dizaines, ou en centaines de tonnes de carbone aussi. Est-ce qu'elle est légitime, juste, nécessaire? J'ai pas la réponse, je dis juste que c'est pas facile. Voilà. Mais c'est assez vertigineux. Hein. Mais du coup, vous avez par exemple quelque chose, justement des comités d'éthique qui peuvent vous aider à... je sais que ça existe des comités d'éthique évidemment dans toutes les régions, c'est par exemple, mais est-ce qu'ils ont par exemple discuté de tout ça ou c'est pas encore à l'ordre du jour? Sur le plan budgétaire, ça c'est déjà beaucoup discuté entre l'assurance maladie, le ministère, la HAS qui va discuter justement du bénéfice médico-économique des traitements, qu'est-ce que ça apporte et on le rapporte à son coût budgétaire. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est de le rapporter à son coût planétaire ou à son coût environnemental, notamment à son coût carbone, parce que le carbone c'est ce qui est facile à mesurer, ou les équivalents carbone ou gaz à effet de serre c'est ce qui est facile à mesurer, mais il y aura un coût en biodiversité, etc. Le problème c'est que c'est très difficile à quantifier. Mais ça, je n'ai pas connaissance de réflexion là-dessus, en tout cas en France. Donc moi, j'ai très peur de ces débats-là et de justement ce genre de... Je pense qu'il faut un niveau de maturité pour aborder ces questions qui n'est pas du tout... Attends.
Voilà. Je pense que j'ai très peur de ce débat, à vrai dire. Et parce qu'il faut y aller vraiment avec la main tremblante et le petit doigt, mais malheureusement, ouais, c'est des questions qui vont se poser. Après, derrière, les réflexions éthiques sont aussi vertigineuses. Hein. On peut très bien s'imaginer des gens qui se considèrent comme une charge pour leurs proches, etc. Et qui vont décider, mais est-ce que c'est juste d'accorder la fin de vie à des personnes pour ces motifs-là voilà. Il y a des dérives, entre guillemets, en couple, peut considérer comme des dérives avec... par exemple, l'un des projets de loi qui avait été porté, je crois que c'était par des Insoumis à l'époque, sur la fin de vie, pendant la précédente mandature, c'était de pouvoir demander le suicide assisté, l'euthanasie, pour maladies graves ou incurables. Donc grave ou incurable, ça veut dire grave mais curable, vous pouvez la demander. Donc un cancer qui peut se traiter, vous pouvez demander quand même. Mais même pas grave mais incurable, genre le truc qu'on brûle là, sur la peau. Une verrue, voilà. Une verrue, c'est incurable. C'est pas grave, mais c'est incurable. Enfin, vous pourriez la demander. Ça, c'est une proposition de loi à l'Assemblée. Donc, il faut faire attention avec ce genre de truc, et c'est à manier avec précaution, le terme. Et moi, j'ai peur de ces débats. Très franchement, je pense que ça va être compliqué. Si on inclut en plus les dimensions planétaires là-dedans, c'est trop fou. Ils sont nécessaires, et je pense que dans les cercles, il y a des cercles philosophiques, plutôt dans la philosophie de l'environnement, qui, je ne sais pas trop sur la bioéthique s'il y en a, mais le risque s'il n'y a pas de débat, et que si les débats aussi ne percent pas justement dans les cercles de formation, etc., c'est d'arriver à des arbitrages individuels. Et c'est des choses qu'on observe déjà hein, dans des déserts médicaux, dans des cliniques qui sont en pénurie, qui sont en difficulté. Moi j'ai un exemple qui m'a un peu touché. Juste je suis au CH du Mans, c'est un CH qui est un peu en difficulté, hein, c'est le deuxième désert médical de France, la Sarthe, après l'Ardèche. Et on a notamment pas beaucoup d'anesthésistes. Et on a des anesthésistes pédiatriques qui sont sollicités pour aller faire des gardes aux urgences parce que les urgences sont vides. Et on a eu un anesthésiste là qui a... Alors je ne sais plus trop ces termes, c'était dans une commission de développement durable, en gros qui demandait ce qu'on arrête d'opérer les vieux qui tombaient et voilà, et que lui il ne voulait plus faire d'anesthésie sur les vieux parce que ça faisait 3 mois qu'il ne pouvait plus opérer des enfants qui avaient des problèmes. Et lui il avait vraiment un discours, voilà, il a rien fait, je veux dire, il a continué sur son boulot, mais il avait vraiment un discours où il disait qu'il était dépité parce que lui il était anesthésiste pédiatrique, qui voulait endormir et aider des enfants qui avaient des pathologies très graves et qui ne pouvaient pas être curés sans son intervention, et qu'en fait il arrivait à juste faire des prothèses de hanches chez des patients qui étaient GIR4, qui allaient retourner en maison de retraite pendant 10 ans, et lui il avait vraiment un discours pour le coup qui était extrêmement radicalisé, et s'il avait eu les manettes de l'hôpital, bon, je ne dis pas qu'il l'aurait fait, mais en gros ce qu'il disait c'est voilà, mon choix il est fait. Donc je pense qu'effectivement ton intervention elle est très bienvenue. Et pour l'instant, il n'y a rien de créé, et quand il n'y a rien à créer, il y a tout à faire. Quoi. Donc je pense que là, vous avez des... Je ne sais pas dans quelle promotion vous êtes, mais en tout cas, si vous êtes dans les débuts, il y a que ce soit des associations, des groupes de parole, des groupes d'étudiants, des petits bras dans l'association locale, etc. Des petits regroupements d'étudiants peuvent initier des bonnes réflexions. Donc, On va parler de carbone, surtout, ou d'équivalent carbone, et de comment on peut décarboner le système de santé vu par le Shift Project. Le Shift Project, je vous rappelle que c'est une association dirigée par un type qui s'appelle Mathieu Ozano, qui a beaucoup travaillé, qui est un journaliste qui a beaucoup travaillé sur les questions justement d'énergie fossile, et présidée par un autre monsieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui lui est ingénieur et qui s'intéresse aux questions d'énergie et de climat depuis longtemps. Et donc l'approche qu'on a eue au Shift Project il y a 2 ans, enfin qu'on a eu, moi je ne l'ai pas eu au départ, je les ai rejoints en cours, mais qu'ils ont eu, c'était de se dire il faut décarboner absolument l'économie française. Et donc pour décarboner l'économie française, on va s'attaquer à chaque secteur. On a des accords de Paris qui nous disent qu'on doit réduire de 80% notre empreinte carbone nationale. Et donc pour réduire l'empreinte carbone nationale de 80%, il faut réduire l'empreinte carbone de chaque secteur de 80%. Alors on pourrait se dire, est-ce que la santé c'est vraiment le secteur sur lequel il faut réduire l'empreinte carbone? D'où vient l'empreinte carbone des Français? Vous savez à peu près? Vous répartir l'empreinte carbone d'un Français? Transport c'est combien à peu près? Ouais, ça doit être sur le... C'est pas l'empreinte carbone, c'est les émissions directes.
Mais en empreinte carbone, c'est-à-dire quand on prend en compte les importations, c'est plutôt un quart, à peu près. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Alimentation. Voilà, en gros, c'est les 3 principaux postes de dépenses et ensuite, vous avez un peu tout le reste avec la santé, la consommation, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut s'attaquer d'abord est-ce que vous pensez que la santé est plus importante que le fait de se loger, le fait de se nourrir et le fait de se déplacer? Ça se discute. Donc, en fait, la santé, c'est comme tout le monde, on va devoir s'y attaquer. Donc, on n'est pas épargné. Et du coup, on a essayé de s'y attaquer avec une première phase qui était de faire un bilan de l'empreinte carbone du secteur de la santé en France. Alors, petit rappel, voilà un peu le champ sur lequel on s'est intéressé. On s'est centré sur le patient et on a fait le médical, le paramédical, la pharmacie et les labos pharmaceutiques, la médecine de ville, les hôpitaux, la HAD, le médico-social, le laboratoire d'analyse, les centres d'imagerie, ce qui fait déjà pas mal de trucs, et tous les transports qu'il y a entre tout ça. Ce qu'on n'a pas considéré, c'est toutes les instances de régulation, toutes les agences sanitaires, tout ce qui est administration de la santé. En fait, pourquoi on s'y est pas intéressé? Parce que c'est compris dans un autre rapport du Shift Project qui s'intéressait à l'administration publique, et que vous le savez, le système de santé est régulé de manière très majoritaire par le secteur public en France. Il y a un peu les assurances, mais qui pèsent pas beaucoup en termes de régulation. Et donc, on s'est intéressé à ce champ-là. Je vous passe un peu les détails là-dessus, mais grosso modo, c'est pour vous dire, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on a traité, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on n'a pas pu traiter. On a quand même couvert une majorité du champ, ce qui est assez satisfaisant. Et puis, je vais passer assez vite là-dessus. Le bilan, on est à 45 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour l'empreinte du secteur de la santé, ce qui fait 7 à 8% de l'empreinte nationale, avec 85% d'émissions indirectes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pardon? C'est que c'est pas émis directement par le secteur, mais on va essayer de voir ce que ça veut dire émission indirecte. Qu'est-ce qui va être direct, en fait? Ça va être quoi, les émissions directes? Ce qui va être direct, c'est tout ce qui va être émis directement. Donc, le chauffage, ça peut être direct. En fait, tout ce qui est... En fait, on raisonne en scope. Je ne sais pas si ça vous parle, les scopes. Quand on fait un bilan carbone, vous avez 3 scopes. Un scope qui est lié aux émissions liées à l'activité elle-même. Donc, typiquement pour l'industrie du ciment, on sait que fabriquer du ciment, c'est une réaction chimique qui émet des gaz à effet de serre. Je ne vous parle pas de l'énergie qui est utilisée, je vous parle de la réaction chimique pour faire le ciment qui émet des gaz à effet de serre. En médecine, ces émissions directes, elles sont extrêmement faibles. C'est essentiellement des gaz médicaux qui vont être relâchés. On les utilise et les gens les inspirent, les expirent, et en expirant ces gaz médicaux, ces gaz ont un potentiel d'effet de serre, mais en équivalent carbone, c'est assez faible. Même si unitairement, c'est-à-dire pour un volume de gaz, genre 1 litre de ce gaz, c'est énormément, enfin c'est beaucoup plus pour certains gaz de potentiel effet de serre qu'un litre de CO2. Mais comme on en utilise très peu en volume par rapport à ce qu'on émet en CO2, ça pèse assez peu dans le bilan. Donc ça va être des émissions directes. Autre émission directe, ça va être ce qu'on appelle le... Pardon ? La stérilisation, ça peut être direct, oui, absolument. Mais je ne sais pas si c'est très émetteur chimiquement. J'en sais rien, je ne peux pas vous répondre. Je ne crois pas qu'on les comptabilisait, nous. Ou en tout cas, peut-être qu'ils l'ont fait, c'est des ingénieurs qui ont fait ça. Moi, je suis là pour faire joli, mais c'est des ingénieurs qui ont travaillé... Je vous remercie. C'est surtout des ingénieurs qui ont bossé sur les chiffres. Le deuxième scope, qui fait partie des émissions directes aussi, le scope 2, ça c'est plutôt tout ce qui va être consommation énergétique pour l'activité. Donc typiquement, quand vous consommez de l'électricité et qu'une partie de cette électricité est carbonée, par exemple en Allemagne, l'électricité que vous consommez, ou encore plus en Pologne, l'électricité que vous consommez, elle est très carbonée parce qu'ils utilisent beaucoup de charbon, et du coup là vous êtes émetteur direct du fait de l'électricité que vous consommez. En France, ça va être aussi quand vous chauffez au gaz, du coup là c'est des émissions scope 2. Et ensuite tout ce qui est scope 3, c'est tous vos entrants et tout ce qui sort. Donc tous vos entrants, c'est tout ce que vous consommez, les médicaments, la nourriture, etc., tous les transports que vous utilisez, etc. Et tout ce qui sort, ça va être les déchets, évidemment. Et donc, voilà à peu près à quoi on attend. Non, en fait, je vais vous poser la question, on va faire un truc, vous allez m'aider. À votre avis, pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, vous ne répondez pas, d'où viennent les émissions, enfin d'où vient l'empreinte carbone du secteur de la santé? Qui a une idée? C'est quoi le premier truc qui émet dans le secteur de la santé? En émissions directes et indirectes, tout confondu.
Le bâtiment? Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le bâtiment? Les plastiques? Ok, quoi d'autre? Les médicaments? Ok, les déchets, ça va être plutôt les emballages. Les médicaments, ils ne sont pas jetés. Enfin, il y en a qui sont jetés, mais heureusement, une grande partie sont consommés. Mais donc, dans les médicaments, ce qui produit des déchets, c'est l'emballage du médicament. Donc, tout ce qui est bâtiment aussi, c'est ça, le fait de chauffer, nourrir, etc. Ouais. Ok. D'autres idées? D'accord. Alors, on regarde. Donc, ce qu'il y a en tout premier, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc, c'est tout ce qu'on consomme, en fait. Tout ce qu'on consomme, tous les consommables au quotidien, notamment les médicaments et les dispositifs médicaux. Ça, c'est vraiment le gros de l'affaire. On va y revenir. Ensuite, vous avez l'immobilier et les transports, qui ont une part non négligeable aussi, 10% chacun. Donc l'immobilier, c'est effectivement le bâtiment. Et les transports, ça va être les transports notamment des usagers, le fait qu'il faut amener les patients à l'hôpital, les faire sortir de l'hôpital, qu'ils aillent chez leur médecin, qu'ils partent de chez leur médecin, et pareil avec tous les autres professionnels de santé. Et puis, vous avez donc source fixe de combustion, ça va être tout ce qui va être chauffage des bâtiments, donc ça va tomber dans le bâtiment aussi. Consommation de gaz médicaux, je vous ai dit, c'est du scope 1, mais vous voyez que ça pèse très très peu dans le total. La consommation d'électricité, un petit peu, parce qu'elle n'est pas totalement décarbonée en France, et si on regardait aujourd'hui, ça serait encore pire, parce qu'on fabrique de l'électricité avec un peu de charbon et un peu de gaz en France. Non, gaz, je suis pas sûr, mais un peu de charbon en ce moment parce que, vous le savez, on a des problèmes avec les centrales, blablabla, et qu'on importe de l'électricité carbonée d'Allemagne, donc de l'électricité produite au charbon, et pas que d'Allemagne d'ailleurs. Et ensuite, vous avez l'alimentation et vous avez les trajets domicile-travail pour les professionnels et les déchets qui tombent en dernier. Les déchets sont assez peu émetteurs en termes de gaz à effet de serre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres conséquences environnementales. Mais les déchets, on y pense souvent parce que c'est ce qu'on voit en fait. C'est ce qu'on voit dans le système de santé, on voit ces déchets, notamment, je ne sais pas si vous avez fait des stages au bloc opératoire, on les voit les déchets, hein, beaucoup. C'est pas forcément le plus émetteur, mais c'est le plus choquant quand on commence à s'intéresser au sujet. Et donc, voilà, j'avais déjà... on les brûle, quel est le problème? Non, il y a des solutions. Je ne connais pas exactement les filières. Je sais que vous savez qu'il y a une filière d'ASRI, tout ce qui est poubelle jaune à l'hôpital, mais c'est plutôt pour des considérations de risque biologique, plus que pour des considérations environnementales. Et donc ces déchets-là, ils sont brûlés. L'idée, c'est de réduire justement la part de d'ASRI et de jeter le plus possible dans les poubelles normales, sauf évidemment quand c'est des seringues ou des choses comme ça, mais sinon, utilisez les poubelles normales quand vous pouvez. Souvent, les gens n'ont pas le temps à l'hôpital, en tout cas, à l'époque où j'y travaillais, je travaillais à l'hôpital, mais je ne travaillais plus dans les services de soins. Et à l'époque où j'y travaillais, je sais qu'on avait tendance à tout jeter dans les poubelles jaunes parce que pas le temps, et puis on n'a pas le temps de trier. Mais voilà. Et ensuite, les autres sont traités avec les déchets normaux. Donc ça dépend des pays, ça dépend des villes, ça dépend des endroits. Mais quand il y a une filière de tri et que c'est bien fait, c'est pas ce qui va peser le plus. J'ai fait une analyse aussi de vie cette année, donc ils ont fait bien sensibiliser au truc, même si en fait c'est très théorique. Et donc il y a une cinquantaine effectivement de filières de recyclage en France. Et sauf que comme le disait Raphaël, c'est très théorique. C'est en fonction des deals. Et comme il le disait très bien, c'est qu'en fait, vu qu'il y a quelque chose où on est tous au courant, c'est qu'il n'y a pas de personnel à l'hôpital, les gens ils n'ont pas le temps. Quand vous avez 10 gamins qui pleurent ou 10 vieux qui sont en train de mourir, vous ne le regardez pas si vous jetez dans la poubelle bleue, magenta, pourpre. Voilà. Et donc il y a. En fait, théoriquement, tout est recyclable, même les différents plastiques. Mais bon, le recyclage, c'est imposé à l'agent qui traite. Alors, du coup, la deuxième partie du rapport, mais j'en ai déjà parlé peut-être un peu la dernière fois, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour décarboner ce secteur. On avait posé quelques prérequis avec le Shift. C'était de faire des bilans carbone, notamment des établissements de santé. Pas uniquement, mais c'est plus difficile pour les professionnels libéraux. Mais pour les établissements de santé, c'est impératif de faire des bilans carbone pour nous. C'est la base, c'est d'essayer de mesurer leur bilan. Faire un bilan carbone, ça veut dire vous mesurez les émissions de carbone liées à votre établissement, mais vous mesurez les postes d'émission. C'est-à-dire que vous savez sur quoi vous pouvez agir, sur quoi vous avez des marges de manœuvre. Un deuxième prérequis qui, là, est plutôt d'ordre
juridique, réglementaire, même européen en partie, c'est l'analyse des cycles de vie des médicaments et des dispositifs médicaux. On a vu que c'était 50% de l'empreinte carbone du secteur de la santé liée aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Et donc faire une analyse de cycle de vie de ces produits, c'est très important. Le problème, c'est que ça dépend des industriels qui produisent ces produits. Et du coup, nous, ce qu'on pousse énormément, mais c'est extrêmement difficile, c'est de conditionner l'autorisation de mise sur le marché. Vous savez que l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments et les dispositifs médicaux, elle est essentiellement européenne. Elle se fait essentiellement au niveau européen. Et donc, nous, on voudrait conditionner ça au fait de publier leurs analyses de cycle de vie pour chacun de leurs produits. C'est très compliqué et pour tout dire, on pédale un peu dans la semoule sur ce sujet, mais bon, on essaie de rien lâcher. Et la formation des professionnels, donc ce qui nous réunit ici. Voilà. Ensuite, quelques mesures transverses avec typiquement système de santé dans sa globalité, donc tout ce qui est EcoScore. Je ne sais pas si ça vous parle, l'EcoScore, c'est un peu comme le Nutri-Score, mais avec sur son versant pas nutritif mais écologique pour noter les produits, etc. Et puis des mesures un peu plus spécifiques, donc par type de poste d'émission, avec une priorité sur les postes les plus émissifs et une évaluation du coût carbone évité par ces mesures. C'est ce qu'on a fait. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'on en a beaucoup, mais si vous voulez je vous renvoie vers le rapport et vous retrouverez des fiches comme ça avec différentes mesures. Typiquement, par exemple, réduire l'impact carbone lié à l'alimentation collective et au gaspillage alimentaire, systématiser l'offre de repas végétariens en approvisionnement local et de saison. C'est très simple pour un établissement de santé, vous vous en doutez, de se mettre à avoir un potager. C'est évidemment très compliqué, mais l'idée c'est de tendre vers ça, d'essayer d'éviter tout ce qui est restauration collective avec de l'usage unique, etc. C'est très compliqué, mais voilà, on détaille un peu toutes ces mesures dans le rapport. On a essayé de chiffrer ces mesures. Ce que vous voyez ici, est-ce que vous voyez ma souris? Ouais. Ce que vous voyez là, c'est l'empreinte carbone d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est l'empreinte carbone en 2050 en tenant compte de l'augmentation de la population, donc si tout se passe comme prévu, on va dire, ou plutôt si tout continue comme aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, on va arriver à cette empreinte carbone-là. Et l'enjeu, ce qu'on doit faire pour 2050, c'est diminuer ce chiffre-là de 80%. Donc on doit arriver autour de 10, on va dire. Okay, on doit arriver autour de 10 millions de tonnes équivalent CO2 par an pour le secteur de la santé. Et donc on a chiffré un peu les mesures qu'on proposait. Alors par exemple, sur les transports des usagers, en gros faire un plan de bâtiment, prévoir des espaces à vélo, prévoir des pistes cyclables pour que les patients puissent venir à vélo, etc. Évidemment, c'est pas facile pour tous les patients, mais voilà. Électrifier le parc automobile du secteur de la santé. J'ai écouté un podcast du NHS la dernière fois, donc le système de santé anglais. Eux, ils ont dit, ok, on va pas électrifier une partie de notre flotte, etc. On va électrifier. Le NHS, c'est l'ensemble du système de santé en Angleterre, qui est public. Ils ont dit, on va électrifier 100% de la flotte. 100% de leur flotte de véhicules, donc les ambulances, les taxis, tout électrifié. Nous, on n'y est pas du tout, mais ça, ce serait un bon levier. Et puis limiter les distances parcourues. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Je vous renvoie vers la problématique des déserts médicaux, etc. On pourra en reparler, mais c'est très compliqué. Mais c'est un exemple de mesure, et ça, on l'a chiffré à à peu près 5% de baisse des émissions. 5 millions de tonnes, pardon. 5 millions de tonnes, ce qui est déjà énorme, je pense qu'on est très optimiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Source de combustion, donc rénover les bâtiments plutôt que d'en reconstruire, la performance énergétique des bâtiments, toutes ces questions-là. Bioclimatisation, biosourcer les matériaux biosourcés pour les bâtiments, etc. Voilà, on espère économiser 5 millions de tonnes équivalent CO2 sur ce genre de mesures. Alimentation, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les offres de repas végétariens, etc. Bref, on fait tout bien. Alors, non. Simplement pour les médicaments, je vous ai dit, ça pèse beaucoup. Alors les médicaments, sur quoi ça pèse beaucoup, vous pensez, les médicaments? Ça vient d'où les émissions de médicaments?
Donc vous voyez que ça peut être là, lié à la recherche, la promotion des médicaments, leur production, leur conditionnement, leur distribution, leur destruction et leur utilisation. Et alors, à votre avis, ça vient d'où les émissions de carbone liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux? Les transports? La production? Ouais. La recherche? La recherche, je ne sais pas. Les transports, un peu. La production, beaucoup. Et dans la production, c'est quoi le problème de la production de ces médicaments? Pardon? C'est de la pétrochimie essentiellement, ouais, et de la chimie en général, donc c'est émissif. C'est assez consommateur d'énergie, donc quand c'est produit, et d'électricité. Donc quand c'est produit dans des pays où l'électricité est très carbonée, comme en Chine ou en Inde, il y a des émissions liées au fait que ça utilise de l'électricité carbonée. Et donc ça vient essentiellement de ça, un peu des transports aussi. Ce qu'on peut faire pour les transports, par exemple, c'est réduire les volumes des boîtes. Avec les boîtes de médicaments, vous regardez le volume de la boîte et le volume que prend le médicament dans la boîte. Il y a un rapport de, je sais pas, 1 à 50. Il faudrait dire qu'on pourrait travailler là-dessus. Bon, sur la production, ça ne règle pas le problème. Pour régler le problème sur la production, c'est augmenter les normes de production, parce qu'en fait, une grande partie des délocalisations, elles sont faites pour des questions de compétitivité de l'emploi. Vous savez qu'on va aller produire des médicaments là où c'est moins cher de les produire parce que la main-d'œuvre est moins chère, mais c'est pas seulement que la main-d'œuvre est moins chère, c'est que les règles environnementales de production de ces médicaments sont moins strictes. Et donc, on peut utiliser des processus chimiques plus polluants, plus émissifs que si on le faisait en Europe. Donc ça, c'est des leviers. Et donc, avec le médicament et les dispositifs médicaux, on a été hyper ambitieux, on a un peu fait au doigt mouillé et on a dit on peut baisser de 30% chacun de ces postes. Voilà. Et donc, ça fait moins quelque chose comme 13 ou 14 millions de tonnes équivalent CO2 si on améliore la production enfin, si on améliore le poste médicament dans le secteur de la santé. Et donc là, vous avez vu, on fait tout très bien, on est ultra optimiste, tout le monde vient à l'hôpital en vélo, tout le monde bouffe végétarien, vous avez plus de plastique, plus de gaz médicaux, ou quasiment plus de gaz médicaux, et des médicaments dont on baisse l'empreinte carbone de 30%, et des produits de santé aussi. Et pas de nouveaux bâtiments et on fait de la performance énergétique à fond. Et le secteur de la santé arrive en 2050 avec ces mesures à 22 millions de tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire en gros 50% de ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on doit diminuer de 80%. Mais pas du tout. On est très déprimés. Et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sur quoi on peut jouer? Moins de soins? Non, mais des soins qui... Non, je suis d'accord. Il faut arrêter de dialyser les patients insuffisants rénaux. Non, mais je suis d'accord. Faut pas que je dise ça filmé parce qu'après ça va être coupé. Ça va être coupé, tu vas sur BFM. Claire. Oh, putain. Non, ok, donc ouais, moins de soins. Alors déjà, vous faites un raccourci. Moins de soins, c'est de la prévention. Ça veut dire que pour faire moins de soins, il faut réduire les besoins de santé, quoi. Il faut réduire les besoins de soins. Je suis d'accord avec vous, mais c'est qu'une partie de la réponse. Est-ce que tous les soins qu'on fait sont utiles? Qui a travaillé aux urgences? Vous avez travaillé aux urgences? Vous avez fait vous avez eu des patients qui viennent parfois avec leurs examens faits en ville, ou sans leurs examens faits en ville, mais parfois ils ont eu une radio en ville, une biologie en ville, un examen. Vous leur demandez les papiers, ils vous les sortent. Vous refaites la bio? C'est bien, je vous félicite. Pourquoi vous refaites la bio? Pourquoi vous refaites la radio? Exactement, vous anticipez un peu la discussion, mais exactement, vous avez une obligation de moyens quand vous êtes soignant. Est-ce que c'est vrai que vous avez une obligation de moyens, d'ailleurs? Est-ce que c'est vrai que le système de santé se donne une obligation de moyens? Bah, dans la limite d'une contrainte budgétaire qui s'appelle l'ONDAM. Vous voyez ce que c'est l'ONDAM? Donc en fait, on ne se donne pas vraiment une obligation de moyens. Mais sur le terrain, on vous dit que vous avez une obligation de moyens. Est-ce que cette obligation de moyens, elle est compatible avec des moyens limités? Elle est inégale et enfin, voilà, elle pose beaucoup de questions. Donc, c'était un peu la conclusion à laquelle je voulais aller, c'est que l'obligation de moyens, c'est quelque chose qu'il faut remettre, c'est un dogme qu'il faut un peu remettre en cause, qui est déjà remis en cause sur le plan budgétaire, parce qu'on n'a pas des moyens illimités sur le plan budgétaire, et auquel il faut adjoindre une autre contrainte, qui n'est pas une contrainte budgétaire, qui est une contrainte environnementale, notamment carbone en ce qui nous concerne ici. Donc on a fait ce raccourci. Mais effectivement, je reviens sur les urgences. Aux urgences, vous avez une obligation de moyens, donc vous refaites des examens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont utiles. Même, il n'y a pas de raison de refaire des examens qui ont été faits la veille ou le jour même ailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle là,
C'est quoi ce terme de dire qu'il faut réduire les soins inutiles? La pertinence des soins, absolument. Donc vous avez deux volets quand on dit qu'on veut baisser la quantité de soins à fournir. Un volet qui est de réduire les besoins en amont, d'accord? Pour éviter des besoins, pour éviter des soins utiles. Et un volet qui est de réduire la part de soins inutiles qui est fournie à la population. Qu'est-ce qu'on a comme soins inutiles? Un patient diabétique, il doit être vu combien de fois quand il est stable? Combien de fois il doit être vu par son médecin traitant en France, selon les recos HAS, par an? Combien de fois il doit faire une HbA1c, en gros? Ouais, tous les 3 ou 4 mois, selon le grade. Donc en gros, 3-4 fois par an. Il doit être vu par son médecin traitant, ça c'est les recos HAS, hein. Il doit être vu par son médecin traitant 3-4 fois par an. En moyenne, alors c'est des chiffres un peu anciens, je pense que ça doit dater de 2016 ou 2017. Combien de fois un patient diabétique est vu par son médecin traitant en France? Combien? Je vous rappelle qu'on est un pays où il y a plein de déserts médicaux, qu'on manque de médecins, qu'on manque de temps médical. Je crois que c'était 11 fois. Alors pour quelle raison un patient peut être amené à voir son médecin plus de fois que nécessaire, à votre avis? Dans le cadre du suivi d'une maladie chronique, c'est le médecin qui vous dit quand il faut revenir le voir. C'est le médecin qui décide de la durée de prescription qu'il vous fait. Donc en fait, il y a une espèce de délégation de responsabilité. Et donc une partie de la demande médicale, même une grande partie de la demande et de la consommation médicale, elle ne vient pas du patient, elle vient des médecins. Elle vient des prescripteurs en fait. Ceux qui prescrivent, c'est pas que les médecins, c'est les sages-femmes, les chirurgiens dentistes aussi concernés. Et donc c'est eux qui vont avoir la responsabilité de vous faire consommer des soins. D'accord? C'est pas vrai pour tout ce qui est soins primaires et premier recours. Là c'est le patient qui a l'initiative. Mais pour la suite, c'est aussi les médecins. Donc il y a une responsabilité partagée. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un médecin va vous inciter à consommer des soins? Alors, je vous remets dans le contexte années 70-80. Il y a beaucoup de médecins en France. Les médecins libéraux, ils se font concurrence entre eux-mêmes. Et dans un contexte plus récent, vous avez des concurrences entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. Mais on va rester sur le libéral, c'est plus simple. Donc, en ville, vous avez beaucoup de médecins libéraux. Ils se font concurrence. Il y a une demande qui n'est pas si élevée que ça par rapport au nombre de médecins. Je vous rappelle, c'est à cette époque-là qu'on a fait un truc qu'on appelait le numerus clausus. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Alors c'est quoi le numerus clausus? En fait, je fais un cours de santé publique, mais c'est pas grave. c'est marrant aussi. C'est quoi le numerus clausus? Aujourd'hui, il existe encore le numerus clausus? Oui. D'accord. Donc il n'y a plus le numerus clausus aujourd'hui, on est d'accord? Officiellement, il a été supprimé. Est-ce qu'il y a un nombre illimité de places? Non. Donc c'est pas le numerus clausus qui a dit qu'il y avait un nombre limité de places. C'est le numerus clausus qui a dit que c'était le ministre de la Santé qui décidait du nombre de places. Ou le ministère de la Santé qui décidait du nombre de places. C'est ça le numerus clausus. D'accord? Il a été instauré quand? Début des années 70. Ok. Début des années 70. Avant l'instauration, il y a combien de médecins qui sont formés par an? À peu près 9-10 000. C'est ça, à peu près 9-10 000 par an. À la fin des années 70, donc 10 ans après l'instauration du numerus clausus, il y a combien de médecins qui sont formés par an? À peu près 9-10 000. C'est ensuite. Donc si le ministère il dit « je veux former beaucoup de médecins », il peut dire « je veux former beaucoup de médecins ». C'est 10 ans après où il s'est dit « je vais baisser le nombre de médecins que je forme ». On passe à 3 000 effectivement dans les années 80, jusqu'aux années 90. Et quand est-ce que ça remonte? Donc là, vous, il y a combien qui sont formés par an? Il y a combien qui sortent de l'ECN chaque année? Ok, et 9 000, ouais. Et il y a 10 ans, c'était combien? C'était pareil. Donc en fait, ça a remonté bien avant. Donc est-ce qu'il y a eu besoin de supprimer le numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins formés? Voilà. Donc le numerus clausus, ça fait très bien sur un plateau télé, on aime bien en parler, c'est un scandale, on a baissé le nombre de médecins à cause du numerus clausus, mais en fait, c'est pas le numerus clausus qui décide du nombre de médecins formés. Le numerus clausus, c'est juste que c'est le ministère qui décide et pas les facs. C'est juste ce que ça dit. Mais si le ministère dit « je veux en former plus », il peut dire « j'en forme plus ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Au début des années 2000, le ministère de la Santé a dit « on va ouvrir le numerus clausus et on va former beaucoup plus de médecins ». Et depuis très longtemps, le facteur limitant, c'est le nombre de places en fac. Et ensuite, on a supprimé le numerus clausus, ce qui n'a rien changé sur le nombre de places. D'ailleurs, vous vous en plaignez, vous disiez « non, mais il n'a pas vraiment disparu ». Bah oui, parce que le vrai facteur limitant, c'est le nombre de places en fac. Et on a appelé ça le numerus apertus, qui est en gros, les facs décident de combien elles peuvent en prendre, parce qu'elles sont en charge de la formation et qu'elles ne peuvent pas former une infinité de personnes. Donc le numerus clausus, attention à cette notion. Hein, bah, c'est pas mal. C'est grâce aux profs de l'université.
J'ai un peu de... Je me fais mousser un peu. Bref, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui. Donc vous êtes dans le contexte années 70, d'accord ? Il y a énormément de médecins sur le marché et vous n'êtes pas sûr de faire suffisamment de consultations pour gagner votre vie en fait. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un patient diabétique sous la main, vous le faites venir aussi souvent que possible. C'est pas grave pour lui parce que c'est remboursé par la Sécu en grande partie, d'accord ? Et c'est bien pour vous parce que ça vous fait une rentrée d'argent, c'est ce qu'on appelle une rente. Donc il y a beaucoup de médecins qui ont intégré ça dans leur pratique, que pour bien prendre en charge les gens, il fallait les voir souvent. En fait, la vraie raison au départ, c'est qu'il fallait bien qu'ils remplissent leur planning. Et ils ont intégré que... Voilà. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des médecins qui, notamment pour certains malades chroniques, les voient extrêmement souvent, plus que nécessaire, pour des questions pour des questions de rente, pour des questions d'habitude prise à un moment où il y avait une question de financement de leur activité. Et donc ça, c'est toute la question du financement des soins. Aujourd'hui, le financement des soins, notamment en ville, mais c'est vrai aussi à l'hôpital, il se fait à l'activité. Et le financement des soins à l'activité est l'un des plus gros freins, à mon avis, mais il est globalement partagé, l'un des plus gros freins à la pertinence des soins. C'est-à-dire que quand vous financez des soins à l'activité, vous avez ce qu'on appelle un système inflationniste qui se met en place, c'est-à-dire que ça incite les médecins à prescrire plus de soins. Les offreurs de soins à prescrire plus de soins parce qu'en fait, ils se rémunèrent eux-mêmes comme ça. D'accord ? Les hôpitaux, c'est pareil. Les urgences, les raisons, c'est obligation de moyens, mais c'est aussi que les urgences sont payées pour faire ces examens, le service des urgences, et l'hôpital. D'accord ? Donc pendant longtemps, plus il fait d'examens, plus il fait de séjours, plus il est payé. Le nombre de places en aval des urgences, c'est quoi ? Donc c'est les services qui sont blindés. Mais pourquoi les services sont blindés ? Parce que pendant longtemps, les directeurs d'hôpitaux disaient à leurs services, il faut maximiser l'utilisation des lits, parce que c'est comme ça que j'ai des rentrées d'argent. C'est pas parce qu'ils veulent gagner de l'argent, les hôpitaux publics ils gagnent pas d'argent, c'est que derrière, les directeurs d'hôpitaux, ils ont le service de cardiologie qui va leur demander un nouvel appareil, la radiologie qui veut renouveler l'IRM, enfin voilà, tout un tas de demandes de dépenses, et que pour pouvoir avoir de l'argent pour faire ces dépenses et pour investir dans l'outil de travail qui est l'hôpital, il fallait qu'ils maximisent l'utilisation de la ressource hospitalière. Maximiser l'utilisation de la ressource hospitalière, ça veut dire remplir des lits. Remplir des lits, ça veut dire pas de place en aval pour les urgences. D'accord ? Donc ce système de paiement à l'acte en ville, de tarification à l'activité à l'hôpital, c'est un système, en économie de la santé on appelle ça inflationniste, ça incite à la consommation de soins qui n'est pas forcément aligné avec des besoins de santé. Et donc les deux volets, donc l'un des premiers volets de baisser la consommation de soins, c'est d'aligner la consommation de soins avec les besoins réels, et donc de faire de la pertinence des soins en baissant tous les soins inutiles qui ne sont liés qu'à un système de financement particulier ou à des habitudes prises, et pas à un vrai besoin de soins des patients. D'accord ? Et le dernier volet, c'est effectivement, vous avez parlé de prévention. Alors c'est quoi la prévention ? Concrètement, quand je vous dis prévention, vous pensez à quoi ? Et si je vous parle de prévention dans la vie courante, c'est-à-dire en dehors de la santé ? On parle plutôt de la première partie, c'est-à-dire de ce qui se passe avant. On est d'accord ? On est d'accord que si je vous parle de prévention en médecine, vous allez penser à deux actes principaux, qui sont vaccination et le deuxième, prévention secondaire classique. Prévention secondaire, dépistage, en actes médicaux. Hein. D'accord ? Mais je suis rassuré parce que si j'avais demandé ça à des plus vieux, ils m'auraient dit tout de suite vaccin, dépistage. Alors que les vrais actes de prévention, les plus impactants qui sont la prévention primaire, c'est plutôt justement activité physique, etc. D'accord ? Mais est-ce qu'il y a besoin de médecins pour prescrire, pour faire de l'activité physique, pour avoir une meilleure alimentation, etc. Est-ce que ça doit passer forcément par des consultations médicales ? Moi, je ne suis pas certain. Ça peut. Mais en fait, on essaie de distinguer ça en sociologie, économie de la santé, etc., sur ce qu'on appelle des déterminants de santé. Et là, vous avez des gros débats sociologiques, notamment Durkheim et Foucault, je crois, qui parlaient de la dictature biomédicale, du fait que les médecins voulaient s'occuper de la santé des gens et donc voulaient prendre le contrôle de la société sur la santé des gens. En fait, c'est pas qu'ils veulent prendre le contrôle de la société sur la santé des gens, c'est simplement qu'en fait, les déterminants de santé et l'état de santé d'une population, ils dépendent de plein d'autres choses que seulement du soin. D'accord ? Il y a des travaux américains, notamment, que vous trouvez, je vous ai mis le site internet là, qui s'intéresse à
comment est déterminé l'état de santé d'une population? D'où vient l'état de santé d'une population? Est-ce qu'il est déterminé par le système de soins, ce qu'on appelle le système de santé, qui est en fait un système de soins, ou est-ce qu'il est déterminé par autre chose? Et alors vous voyez que vous avez une grande partie qui vient des comportements individuels, du contexte socio-économique. Ça recoupe un peu avec la diapo qu'avait fait passer Alice tout à l'heure sur le modèle de Willgren et... j'ai oublié le nom de son copain. Quelqu'un là, le nom? Willgren et... non, vous vous rappelez pas? Le modèle en cercle, là, en arc de cercle, vous voyez? Avec la génétique, les comportements, etc. Bon, ça rejoint un peu ça. C'est ce qu'on appelle les déterminants de santé. Vous voyez que le medical care, là, le truc en rouge, c'est le système de soins. Donc, quand on dit la santé de la population dépend du système de soins, de l'hôpital, de la ville, etc., en fait, pas tellement. On pèse assez peu pour la santé de la population. Même très peu. C'est une grande leçon d'humilité, là. On est d'accord. Tout le reste, ça se fait ailleurs. L'environnement physique, les comportements individuels, le contexte socio-économique, en gros. D'accord ? Environnement physique, c'est qualité du sol, de l'eau et de l'air. Comportement individuel, c'est votre activité, etc. Et contexte socio-économique, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez sur le plan social et économique. Voilà. Et ensuite, vous avez la génétique et la biologie, mais ça, on en parle moins parce qu'on ne peut pas tellement jouer dessus. Votre âge et votre sexe, c'est compliqué de changer, et votre génétique, c'est compliqué de changer. Sexe, c'est autre chose, mais je parle du sexe biologique, du sexe à la naissance. Ensuite, donc vous voyez que pour travailler sur la prévention, c'est-à-dire pour diminuer les besoins de santé en amont, ça repose assez peu sur le système de santé, en fait. Et donc, il faut arriver, nous, c'est un peu le message en santé publique qu'on a, c'est d'essayer de se sortir de la tête que la prévention va être faite par les professionnels de santé. Les professionnels de santé, en fait, c'est des soignants, c'est des gens qui font du soin, ils ne sont pas là pour faire de la prévention. D'abord, ils ne savent pas le faire, alors on peut leur apprendre à le faire, et surtout, la prévention, c'est une notion avant tout collective. C'est pas une notion qui se fait dans le cadre d'un cabinet. Alors, ça peut participer, ça peut contribuer, ça marche très bien pour tout ce qui est vaccin et dépistage, mais pour tout ce qui est promotion de l'activité physique, etc., en fait, nous, donc là, je m'adresse... Attends, mais on privilégie vraiment des approches collectives. C'est-à-dire le fait de mettre en place des infrastructures qui permettent de changer les comportements, mettre en place des structures sociales. Par exemple, on va avoir beaucoup plus d'impact avec l'interdiction de publicité sur la cigarette qu'avec des promotions, qu'en finançant des consultations qui vont permettre d'éviter ou de dire aux patients d'arrêter de fumer. En fait, l'approche individuelle en promotion de la santé, elle est un peu bannie. Il y a des approches ciblées qui sont intéressantes, d'aller vers, etc., parce qu'il y a des grosses inégalités sociales de santé. Mais on essaye de... Même si, en tant que professionnel de santé, on a très souvent tendance à penser que la base de la santé, c'est la relation médecin-malade, en fait, c'est la base du soin, la relation médecin-malade. C'est pas la base de la santé, heureusement d'ailleurs. Et par ailleurs, je voulais dire une dernière chose, mais j'ai oublié. Oui, en promotion de la santé, on essaye vraiment de raisonner à l'échelon collectif. Et en plus, on ne veut pas forcément favoriser le raisonnement de actes. Donc quand tu parlais d'un acte remboursé tout à l'heure, moi derrière ce que je vois, c'est ce raisonnement, un médecin qui voit un patient, il faut lui donner de l'argent pour ça. Alors que justement, on essaie de promouvoir, pour des questions notamment de pertinence des soins et d'offre de soins, de promouvoir plutôt un mode de financement du soin qui ne dépende pas de l'acte, mais qui soit sur autre chose que la volumétrie de soins que vous fournissez, qui va être sur la qualité du soin. Aujourd'hui, vous faites un acte chirurgical, que vous opériez bien ou mal votre patient, vous êtes payé pareil en tant que chirurgien. Ou même vous faites une consultation, qu'elle dure 5 minutes ou 20 minutes, que vous disiez les bonnes choses à votre patient, ou que vous ne soyez pas du tout à jour sur la littérature, que vous lui disiez n'importe quoi, vous êtes payé pareil par l'assurance maladie. Donc la qualité du soin, elle n'est pas valorisée. La pertinence du soin, le fait qu'il soit utile, elle n'est pas valorisée. Est-ce que vous vous coordonnez avec les autres professionnels de santé? C'est pas valorisé. La seule chose qui est valorisée, notamment en ville, quasiment la seule chose qui est valorisée en ville, qui vous rémunère quand vous êtes professionnel de ville, c'est le fait que vous faites une consultation et donc il y a un patient qui vous voit et vous passez une carte vitale. C'est ça qui vous rapporte de l'argent. Donc on essaie de changer un peu ces modèles-là et de ne pas se centrer sur l'aspect consultation. Mais bon, voilà. Alors je suis évidemment complètement d'accord avec toi, et d'ailleurs il y a des dispositifs en cours qui sont en essai avec la Sécu, notamment c'est le PEPS, c'est ça? Ouais, 51, j'ai bossé là-dessus, j'adore ce truc. Et alors c'est évident que si on pouvait passer par là, mais ça aurait tellement plus de sens en fait. Donc
ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette consultation de santé planétaire, même si elle est qu'au niveau individuel et pas au niveau collectif, mais l'individuel va au niveau collectif à un moment, il faudrait qu'elle rentre dans un processus quand même à un moment de remboursement de cette activité du médecin qui prend 1 heure avec le patient et qui absolument. effectivement doit être rémunérée à un moment. Ah, mais je suis trop content que tu parles de PEPS parce que j'ai travaillé sur ce projet en 2018. Je vous raconte ce que c'est PEPS en 2 secondes, après je m'arrête là et je vous libère. PEPS, c'est donc en 2018, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est une loi annuelle votée par l'Assemblée pour financer la sécurité sociale. Je vous endors? On s'arrête là ou je continue? Ouais, sûr? Ok. N'hésitez pas à me dire. Hein. Mais bon, moi, c'est des trucs qui m'intéressent, donc j'aime bien en parler. Donc, dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a eu un article de loi qui s'appelait l'article 51 de cette loi, qui visait à faire émerger de nouvelles organisations du soin et de nouveaux modes de financement du soin. Et donc, ce que permettait cet article, c'était de déroger au droit commun sur l'organisation et sur le financement. C'est-à-dire, vous pouviez proposer un autre modèle de soins. Par exemple, vous étiez professionnel en ville ou à l'hôpital et vous ne vouliez plus être payé à l'acte, vous proposiez aux autorités un autre modèle. Alors, il fallait l'argumenter, il fallait qu'il y ait une évaluation qui soit prévue, etc., pour pouvoir le généraliser derrière. Et parmi les modèles proposés, il y a un modèle qui s'appelle PEPS qui a été proposé, je pense que c'est ça dont tu parles, qui est un modèle qui s'adressait aux maisons de santé pluriprofessionnelles. Vous voyez ce que c'est, ces structures, les maisons de santé pluriprofessionnelles? C'est des structures de ville avec plusieurs professionnels de santé et souvent des professionnels différents. Donc vous avez quelques médecins, mais vous avez aussi des infirmiers, des kinés, etc. qui interviennent. Et l'idée, c'était que tous ces professionnels n'allaient plus être payés à l'acte, ils n'allaient plus être payés en fonction de leur consultation, mais ils allaient être payés sur d'autres indicateurs. Donc on allait regarder quand même leur activité, combien de patients ils suivaient, etc. On allait regarder la qualité des soins qui sont faits avec des indicateurs, c'est très compliqué à mettre en place, mais en tout cas l'idée était sympa. Et on allait financer des actions de prévention individuelle ou collective, des actions de promotion de la santé et surtout des actions de coordination des soins entre les différents acteurs et avec l'hôpital. Et donc ils allaient être rémunérés par un forfait qui allait payer directement la structure annuellement en fonction du nombre de patients qu'ils voyaient et c'est eux qui se répartissaient l'argent entre eux. Donc c'est un modèle de financement très très innovant, très différent, qui remplace le paiement à l'acte. Et c'est un truc qui est en cours, c'est une expé qui est en cours sur... alors à l'époque, nous, on en avait inclus une vingtaine de maisons de santé, mais des maisons de santé assez innovantes et assez un peu en pointe. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y en avoir entre 50 et 100 qui sont dans l'expérimentation. Et normalement, il doit y avoir une évaluation, donc c'était en 2018-2019, donc l'évaluation va arriver en 2023. Je crois que c'était 5 ans d'expé qui étaient prévus, donc 2023-2024, on va avoir une évaluation de ce truc-là sur la qualité des soins qu'il fournit et des éventuelles économies générées pour l'assurance maladie. Et s'il y a des économies générées, c'est-à-dire que ça dégage des marges budgétaires pour pouvoir investir dans d'autres actions de santé, à ce moment-là, on va essayer de déployer ça pour d'autres professionnels et d'autres structures de ce type. Donc ça, c'est le genre de choses qui se fait au ministère de la Santé en partenariat avec l'assurance maladie pour justement faire évoluer ces pratiques de soins payés à l'acte, etc. Mais voilà, donc c'est des choses intéressantes. Et donc, effectivement, ce dont tu parles à ce moment-là, cette consultation, ça s'inscrit totalement dans le cadre de PEPS, où justement, il peut y avoir ces consultations, mais aussi des actions collectives avec un groupe de patients pour parler de ça. Tu vois, nous, il y avait une maison de santé comme ça, qui jusque-là ne le finançait que d'elle-même, quoi. Ils faisaient ça gratuitement parce que c'était pas remboursé par l'assurance maladie. Et du coup, ils ont été inclus dans l'expé, et donc ils le finançaient par l'expé. C'était, ils prenaient les patients en groupe de 8, et ils parlaient justement de promotion de la santé, d'activité physique, etc. C'est un truc, c'est totalement impensé par l'assurance maladie, il n'y a pas de consultation collective, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est intéressant d'avoir ce genre d'action. Donc voilà, je vais peut-être vous libérer ici, je ne sais plus si j'avais d'autres trucs à dire, je crois que ça se finissait par les co-bénéfices, mais Alice vous en a parlé beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et je vais vous laisser tranquille, et par contre je suis là si vous avez des questions. Voilà. Merci.